Pendant plus de 3000 ans, personne n'a su que cet endroit existait. Et puis, tout d'un coup, des archéologues qui faisaient des fouilles près d'Alexandrie ont découvert quelque chose de vraiment surprenant. Une ville égyptienne oubliée. Ce lieu est enseveli sous des ruines grecques et cache des secrets qui pourraient réécrire l'histoire des pharaons et de leurs armées. L'un des artefacts retrouvés, qui ressemble à une simple cruche à vin, a déjà tout bouleversé. Nous pensions tout connaître de ce qui avait de l'importance sur la carte de l'Égypte ancienne. Pyramides, Thèbes, Luxor, Alexandrie. Mais non, cette carte vient d'être mise à jour. Cette nouvelle ville était un lieu majeur et date d'il y a environ 3400 ans. On vient de la découvrir sur un site appelé Kom El Nugus. Cet endroit est situé à l'ouest d'Alexandrie et se trouve entre la Méditerranée et un lac d'eau salée qui porte le nom de lac Mariout. Cette découverte a fait se foncer quelques sourcils. Les scientifiques pensaient que cet endroit était autrefois vide et qu'il n'avait été habité que par les Grecs vers 332 avant notre ère. Mais il s'avère que des gens vivaient à Kom El Nugus bien avant cela. Alors que les archéologues fouillaient ces ruines grecques, ils ont remarqué quelque chose d'inattendu. Des murs en briques crues. Oui, vous savez, comme pour les pyramides, le genre de choses que les Égyptiens construisaient à l'époque du Nouvel Empire. Ces briques de terre crues sont faites de boue, d'argile, de sable et de paille. Ces ingrédients étaient mélangés avec de l'eau et séchés au soleil, pas cuits. Les Égyptiens les ont utilisés pendant des milliers d'années pour construire des maisons, des temples, des palais. Et oui, les pyramides. Bien sûr, d'autres civilisations ont également utilisé les briques de terre crue, mais celles dont se servaient les Égyptiens ont quelque chose de particulier. Ils utilisaient la paille qui poussait dans leur région, différents styles de disposition et de mortier. C'est ce qui a permis aux experts de comprendre que les Égyptiens étaient présents à Kom El Nugus. Ce seul fait a surpris la communauté scientifique. Mais ensuite, ils ont trouvé d'autres choses. Toute une rue, des structures enterrées, et même un temple construit par Ramsès le Grand lui-même. Son nom parle de lui-même. Ce gars fut l'un des pharaons les plus célèbres de toute l'histoire du royaume. Il a régné sur l'Égypte ancienne pendant 66 ans, a mené de grandes batailles, et il adorait construire toutes sortes de choses, comme ce temple. Les gens l'aimaient tellement que les pharaons suivants ont littéralement prétendu être lui et ont inscrit son nom sur leurs bâtiments. C'est alors que les archéologues ont compris qu'ils n'étaient pas en train d'examiner de simples briques dans un village. C'était toute une ville enfouie. Ils se sont immédiatement mis à creuser davantage. Et il s'est avéré que tout ça avait été finement planifié. Le lieu avait été construit avec beaucoup de soin. Les rues avaient des drains pour empêcher la pluie de venir détériorer les murs en briques crues. Il y avait aussi de petites chapelles funéraires avec des inscriptions dédiées aux soldats. Cela suggère que cet endroit était peut-être une base militaire. Et cela change énormément de choses. Dans l'Égypte ancienne, quand l'armée arrivait, c'était pour une raison. Alors, de quoi s'agissait-il? Protection, conquête, contrôle de quelque chose d'important. Dans le cas de cette ville, on pense que c'est le vin, l'eau et le commerce, à la lisière du désert, qui avaient fait marcher l'armée. Le plus fou, c'est que nous ne connaissons pas encore exactement l'ampleur de ce site. L'équipe n'en a découvert qu'une partie jusqu'à présent. Il pourrait y avoir des fortifications, des entrepôts, des bâtiments administratifs et plus de structures religieuses et royales sous toute cette terre. Nous ne savons pas non plus comment cette ville s'appelait dans les temps anciens. Son nom est encore enterré, mais on pourrait le découvrir un jour, peut-être à l'intérieur d'un mur, peut-être sur un parchemin, peut-être sur une autre cruche cassée. L'un de ces pichets s'est déjà avéré être une merveille fascinante. Un morceau de peau en céramique, appelé amphore, portait un sceau royal pressé dessus, et ce sceau portait le nom de Méritaton. La princesse Méritaton n'était pas n'importe qui. Elle était la fille aînée de la reine Néfertiti et une des sœurs aînées du roi Toutankhamon. Oui, c'est exact, Néfertiti et Toutankhamon ont bien leur place dans cette histoire. Tout cela s'est déroulé environ un siècle avant que Ramsès le Grand ne construise l'un de ses temples ici. Il semble que la ville ait été fondée à l'époque d'un autre pharaon, le pharaon Akhenaton, époux de la reine Néfertiti, père de la princesse Méritaton et du futur roi Toutankhamon. Ce gars, Akhenaton, était un peu imprévisible. C'était le genre de personne qui devient vraiment bizarre quand il s'agit de ses lubies. Il essaya de changer complètement la religion de l'Égypte, forçant tout le monde à adorer le disque solaire, Aton, au lieu des divinités habituelles. En gros, il dit à tout le royaume que leur mythologie était fausse, et qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus d'Osiris, plus de Thoth ni de Seth, seulement la lumière brute du soleil. Eh oui.
Cette époque porte le nom de période amarnienne. Et il s'est donné à fond. Il a changé son nom, construit une toute nouvelle capitale, Amarna, au milieu du désert, redessiné des temples, réécrit des hymnes, et même interdit les images religieuses traditionnelles. Même l'art est devenu fou à l'époque. Les gens ont commencé à avoir des têtes allongées, des bourrelets ventraux, et toute cette humanité et vulnérabilité fut gravée dans la pierre. C'était délibérément bizarre. Il voulait montrer que les membres de sa famille n'étaient pas des dieux parfaits, mais des vaisseaux humains de lumière divine. Tout le monde devait sourire maladroitement et faire semblant, parce qu'il était le pharaon, après tout. Le plus farfelu, c'est qu'après son règne, son fils Toutankhamon a inversé tout ce qui était lié au disque solaire. Il a littéralement changé son nom de Toutankhaton, ce qui signifie « image vivante de l'Aton ». Le disque solaire, en Toutankhamon, ce qui signifie « image vivante d'Amon », l'une des grandes divinités anciennes. Le roi Toutankhamon a donc ramené les anciennes divinités, rouvert les temples et effacé autant que possible l'héritage d'Akhenaton. On dirait que sa famille n'aimait pas vraiment le culte du soleil, après tout. Pendant ce temps, cette cruche de vin découverte montre que la ville était probablement active, prospère et pleine de vie, à l'époque d'Akhenaton. Et c'est énorme. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve que ces idées et projets révolutionnaires s'étendaient jusqu'au nord. La cruche montre également que les vignobles et la production de vin existaient au nord du royaume. Le vin était vraiment une affaire de grande importance, justifiant l'établissement d'une base militaire. La princesse Méritaton a très probablement utilisé cette cruche. Tout comme son frère, elle est née sous le signe du soleil et fut nommée d'après celui-ci. Son nom, également orthographié Méritaton, signifie « bien-aimé de l'Aton ». En tant que fille aînée du pharaon et de sa reine, née en plein milieu de changements religieux radicaux, elle a été élevée pour accomplir les devoirs d'une future reine. Dès ses premières années, elle marchait dans les temples aux côtés de sa mère Néfertiti, secouant le sistre lors de rituels solennels. Elle était présente lorsqu'Akhenaton a établi sa capitale, Amarna. Il aimait clairement sa famille. Le visage de Méritaton fut gravé sur ses murs de pierre plus que celui de quiconque. Dans chaque temple, dans chaque scène sacrée, son visage apparaît et vénéré. Les événements deviennent flous dans l'histoire après le décès de son père. Le trône vacillait. Le roi Toutankhamon était très jeune, âgé de seulement 9 ans, lorsqu'il a dû assumer ses nouvelles responsabilités. Méritaton semble avoir été un bref intermède entre son père et son jeune frère. Elle a épousé un homme du nom de Smenkhkare. Les historiens ne sont même pas certains de l'identité de cet homme mystérieux. Il a même pu s'agir d'une invention, le roi fantôme d'une dynastie en ruine, ou alors, c'était son frère. Quelle que soit la vérité, ces deux-là ont pris le pouvoir et ont régné ensemble pendant un certain temps. Méritaton a obtenu le titre de grande épouse royale, un titre d'un pouvoir immense. Mais Smenkhkare a été un souverain de très courte durée. Il est décédé après environ 1 an seulement. Certains historiens émettent l'hypothèse que Méritaton était la véritable dirigeante, la pharaone informelle, car son frère était encore trop jeune. Certaines théories suggèrent même qu'elle a élevé Toutankhamon, et qu'elle est devenue une sorte de reine régente, éduquant l'enfant qui restaurerait plus tard l'ordre ancien. Mais rien de tout cela n'est confirmé. Il est très difficile pour les historiens de trouver des informations sur cette époque, car la période amarnienne a été plus tard condamnée. Les successeurs ont voulu effacer l'hérésie d'Akhenaton et tout ce qui était lié à lui, y compris Méritaton. Ainsi, même si elle a régné, même si elle a éduqué Toutankhamon, ils ont tout fait pour l'enterrer dans les sables de l'histoire. Quoi qu'il en soit, peut-être que cette nouvelle ville nous en dira plus sur les mystères de la période amarnienne, l'une des périodes les plus chaotiques de l'Égypte ancienne. Alors qu'ils recherchaient la tombe perdue de Cléopâtre, des archéologues ont fait une découverte qui semblait presque irréelle. À environ 13 mètres sous terre, sous un temple égyptien en ruine, apparaissait un tunnel parfaitement droit, creusé dans le grès massif. Long de plus de 1300 mètres, il présente une précision telle que les spécialistes l'ont décrit comme un véritable miracle géométrique. Le tunnel se situe sous l'ancienne cité de Taposiris Mania, à l'ouest d'Alexandrie, près de la côte méditerranéenne de l'Égypte. L'équipe qui l'a découvert a méthodiquement retiré des couches de pierre et de débris avant d'atteindre ce passage d'environ 2 mètres de hauteur, taillé proprement dans la roche.
Aucune trace d'effondrement ni de courbe irrégulière, seulement une précision remarquable. Si vous avez déjà essayé de percer un trou parfaitement droit dans un mur et échoué en quelques secondes, imaginez accomplir cela sous terre sur près d'1 kilomètre. Les anciens bâtisseurs ne disposaient ni de GPS, ni de laser, ni d'outils modernes de mesure. Pourtant, le tunnel demeure étonnamment nivelé sur toute sa longueur. Cela montre qu'ils maîtrisaient pente, angle et distance bien au-delà d'une simple construction empirique. Aujourd'hui encore, les ingénieurs s'appuient sur des machines pour atteindre une telle précision sous terre. Les anciens comptaient sur le savoir, la répétition et la patience. Certaines sections du tunnel sont aujourd'hui sous l'eau ou effondrées, probablement après plusieurs séismes survenus dans la région il y a des siècles. Selon certains experts, il aurait autrefois relié le temple à des sources d'eau ou à des zones rituelles plus proches de la mer. Les archéologues ont aussi remarqué que ce tunnel égyptien reproduisait exactement celui d'Eupalinos en Grèce, considéré comme l'un des grands exploits d'ingénierie de l'Antiquité, ce qui rend la découverte encore plus remarquable. Dans la Grèce antique, des passages souterrains reliaient les temples à des sources sacrées. Les déplacements dans l'espace, sous terre comme à la surface, suivaient parfois des parcours symboliques destinés à rejouer les mythes et les voyages des dieux. Un tel tunnel pouvait représenter un chemin vers l'au-delà, la renaissance ou une transition divine. Il est peu probable qu'un ouvrage aussi exigeant ait été construit pour un simple décor. Lors de fouilles antérieures, les archéologues ont d'ailleurs découvert de nombreux artefacts, des pièces portant les noms et visages de Cléopâtre VII et d'Alexandre le Grand, des figurines, des statues de divinités, une momie à la langue faite d'or, ainsi qu'un vaste cimetière rempli de momies de style gréco-romain. Ce tunnel d'une géométrie parfaite n'est pas un exploit isolé. Non loin de là, des archéologues sous-marins au large d'Alexandrie ont mis au jour une découverte digne d'un récit de croisière royale. Un bateau de plaisance vieux de 2000 ans qui naviguait autrefois sur le Nil. Il ne s'agissait pas d'un simple bateau de pêche, ni d'une barge de transport. L'embarcation atteignait probablement plus de 35 mètres de long, pour environ 7 mètres de large, avec une cabine décorée et près d'une vingtaine de rameurs, transformant le fleuve en véritable palais mobile. Il ne s'agit pas d'une hypothèse sortie de nulle part. Un géographe grec de l'Antiquité, Strabon, évoquait déjà ce type de navire vers le 1er siècle avant notre ère. Il décrivait des embarcations somptueuses utilisées par la royauté lors de fêtes et de cérémonies à Alexandrie. Pendant longtemps, les historiens ont cru à une exagération littéraire. Puis, l'épave est apparue et Strabon a soudain semblé moins un conteur qu'un témoin. L'art antique confirme aussi ces descriptions. La mosaïque de Palestrina, en Italie, montre des bateaux richement ornés descendant le Nil. Leur apparence correspond presque parfaitement aux textes et aux preuves archéologiques. À l'intérieur de l'épave, les archéologues ont découvert un détail minuscule mais profondément humain. Des graffitis grecs gravés dans le bois, simples mots laissés par quelqu'un qui se tenait sur ce pont il y a 2000 ans. Les chercheurs n'ont pas encore entièrement déchiffré l'inscription, mais sa présence seule est révélatrice. Elle montre que ce navire n'était pas seulement un symbole flottant de puissance, des personnes y vivaient réellement. On pourrait le comparer à un yacht moderne luxueux, tandis que le Nil fonctionnait comme une vaste autoroute fluviale. De nombreux navires transportant des passagers circulaient alors, visitant des proches, acheminant des marchandises pour le commerce, menant des affaires ou partant simplement en croisière. L'emplacement de l'épave rend l'histoire encore plus remarquable. Le bateau reposait près du temple d'Isis sur Antirodos, une île qui abritait autrefois des bâtiments royaux et religieux avant que des séismes et la montée des eaux ne la fassent disparaître.
le temple s'est effondré vers l'an 50 de notre ère, et les chercheurs pensent que le navire a peut-être sombré lors de cette même catastrophe. Une autre découverte récente liée à la vie le long du Nil concerne la partie inférieure d'un immense complexe cultuel situé à environ 16 km au sud-ouest du Caire. Elle est directement reliée à un temple supérieur consacré à Rê, le dieu solaire égyptien. La section récemment mise au jour correspond à un temple de la vallée vieux d'environ 4500 ans. Le sanctuaire supérieur se dresse sur un terrain plus élevé et avait déjà été fouillé il y a des années. Le temple de la vallée, plus proche du Nil, lui est relié par une chaussée. Un égyptologue allemand, Ludwig Borchardt, avait commencé à explorer une partie du site en 1901, mais la nappe phréatique était alors trop élevée et les travaux durent être interrompus. Aujourd'hui, le niveau de l'eau ayant baissé, une équipe moderne a pu fouiller près de la moitié du temple depuis 2024. Une fois sur place, les archéologues ont mis au jour les restes d'un portique d'entrée à colonnes. Ils ont ensuite découvert des blocs sculptés portant un calendrier d'événements religieux, presque comparable à un programme public antique. Les inscriptions mentionnent notamment des fêtes dédiées à Sokaris, divinité à tête de faucon associée à Memphis, capitale majeure de l'Ancien Empire, ainsi que la fête de Min, dieu de la fertilité, et même la procession de Rê. Tous ces blocs ont été trouvés autour du portique d'entrée, ce qui suggère fortement que la façade extérieure du temple exposait ce long calendrier de célébration. Pour cette raison, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens exemples connus d'un véritable calendrier public, une liste d'événements destinés à toute une communauté et intégrée à l'architecture. En outre, l'équipe a découvert des dizaines de blocs décorés portant des inscriptions mentionnant le pharaon Niuserre, qui régna vers 2400 de 2389 avant notre ère et fit construire ce temple. Ce sanctuaire montre aussi comment les déplacements s'organisaient dans l'Égypte antique. Le temple supérieur accueillait le culte principal, tandis que le temple de la vallée rendait l'ensemble accessible. Il servait probablement de zone d'arrivée pour les embarcations venant soit directement du Nil, soit plus vraisemblablement d'un de ses bras secondaires. Plutôt que de traverser le désert à pied, les visiteurs pouvaient donc arriver par voie d'eau, débarquer au quai du temple, pénétrer dans le temple de la vallée, puis remonter la chaussée vers le sanctuaire élevé sur la colline. Après environ un siècle d'utilisation, les chercheurs ont découvert que ce temple inférieur avait été transformé en zone d'habitation. L'élément le plus intéressant de cette période est la découverte de 2 pièces en bois servant... Petit avertissement, si vous vous passionnez pour les extraterrestres et croyez à tous ces récits de premier contact, il serait préférable d'ignorer cette vidéo. Ce que vous allez entendre correspond à une réalité brute et, oui, elle pourrait vous décevoir. À l'inverse, si leur simple évocation vous met mal à l'aise, ce contenu pourrait bien vous apaiser. Enfin, si vous ne croyez pas aux petits hommes verts, mais vous retrouvez sans cesse à débattre avec leurs partisans, contentez-vous de leur montrer ceci. Avant toute chose, sachez qu'aucune preuve tangible ne confirme l'existence d'une vie extraterrestre intelligente. En revanche, de solides éléments indiquent que les incidents liés à de prétendus aliens, dont vous avez entendu parler toute votre vie, possèdent en réalité des explications tout à fait rationnelles. L'un des cas les plus célèbres demeure « Incident de Roswell ». Le 8 juillet 1947, un objet étrange s'écrasa dans un ranch du Nouveau-Mexique, décrit comme un disque volant. L'affaire fut d'abord relayée par un journal local avant de se propager à l'échelle nationale. Certains affirmèrent qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre, tandis que les autorités évoquèrent un ballon météorologique. Leur version fut rejetée, les rumeurs se multiplièrent, et d'innombrables théories virent le jour. Des années plus tard, une fois le battage médiatique retombé, la vérité finit par être révélée. Cette fameuse soucoupe volante appartenait à un programme gouvernemental secret, un ballon de haute altitude destiné à détecter des essais nucléaires. Malgré ces révélations, beaucoup refusèrent d'y croire. L'incident de Roswell se transforma en véritable phénomène culturel, notamment chez les amateurs d'ovnis. Pourtant, parmi les milliers d'ouvrages, articles et documentaires consacrés au sujet,
aucun fait établi ne démontre l'implication d'un vaisseau extraterrestre. Cette même année, un autre objet énigmatique fut découvert et attira également l'attention du public. Le lieu exact de sa chute demeure inconnu, bien que beaucoup l'associent à Roswell. À première vue, ce fragment métallique paraissait exceptionnel. Sa structure interne ne ressemblait à rien de connu, ce qui renforça l'hypothèse d'une origine extraterrestre. Des analyses plus poussées révélèrent toutefois un alliage composé de magnésium et de zinc, avec quelques traces de bismuth, de plomb et d'autres éléments. Certes, leur seule présence n'atteste pas d'une fabrication terrestre, ces substances étant répandues dans l'univers. Cependant, l'étude de la composition isotopique du magnésium et des autres matériaux permit aux scientifiques de conclure que cet alliage avait bien été produit sur Terre. Néanmoins, un élément de l'échantillon suscita des interrogations, le bismuth. Ce composant attira particulièrement l'attention des chercheurs. Certains avancèrent l'idée que des extraterrestres pourraient l'utiliser dans des systèmes de propulsion ou de vol. Toutefois, ces hypothèses restaient entièrement spéculatives. Le bismuth analysé contenait en réalité des impuretés, démontrant clairement une production selon des procédés industriels terrestres classiques, et non à l'aide d'une technologie inconnue. Or, une telle technologie exigerait un alliage de bismuth parfaitement pur. Or, les analyses révélèrent la présence d'impuretés de plomb, preuve évidente qu'aucune origine extraterrestre n'était en cause. L'objet fut donc fabriqué sur Terre par des humains. Son mode de production demeurait néanmoins atypique, en raison de la combinaison spécifique des éléments. Il présentait également des traces de dommages liés à un impact ainsi qu'à une exposition thermique. Il s'agissait très probablement d'un composant appartenant à un autre ballon de surveillance classifié. Que diriez-vous d'un autre incident associé aux extraterrestres? Examinons à présent le signal WOW. En 1977, un radiotélescope situé dans l'Ohio capta un signal inhabituel en provenance de l'espace profond. Celui-ci dura 72 secondes et se distingua nettement du bruit de fond cosmique. L'astronome Jerry Ehman, à l'origine de sa détection, fut si surpris qu'il inscrivit un « wow » sur ses relevés. La communauté scientifique envisagea brièvement qu'il puisse s'agir d'un message issu d'une technologie extraterrestre, mais le signal ne fut jamais observé de nouveau. Des explications ultérieures suggérèrent qu'il provenait des émissions radio d'une étoile à neutrons, amplifiée par un nuage d'hydrogène froid. D'autres cas similaires disposent également d'interprétations rationnelles accessibles en ligne. Toutefois, ces événements remontent à plusieurs décennies. Qu'en est-il alors des récits contemporains? Vous avez sans doute vu des vidéos filmées par des pilotes montrant des objets rapides et insaisissables. Après analyse, les scientifiques relevèrent un point troublant. Leur comportement semblait contredire les lois de la physique. Si un objet se déplaçait à de telles vitesses dans l'air ou dans l'eau, la friction devrait engendrer une traînée thermique visible ou une lueur de plasma. Or, rien de tel n'apparaît dans ces images. Faut-il pour autant y voir une technologie extraterrestre? Rien n'est moins sûr. L'explication la plus simple reste que les caméras utilisées n'étaient pas suffisamment performantes pour restituer fidèlement ce qui se passait. Nous ignorons la distance séparant l'objet de la caméra, tout comme sa vitesse réelle. Il peut tout aussi bien s'agir d'un artefact visuel, d'un défaut de capteur ou d'une distorsion optique. Si vous êtes encore convaincu que ces images montrent de véritables ovnis, posez-vous une question simple. Pourquoi, après tant d'années, ne disposons-nous toujours d'aucune vidéo de qualité? Pourquoi sont-elles systématiquement floues, en basse résolution, souvent en noir et blanc? Des millions d'images floues ne valent rien face à une seule séquence claire en haute définition. Or, une telle preuve n'existe pas. La probabilité que ces observations relèvent d'illusions d'optique ou d'erreurs instrumentales est bien supérieure à celle d'une origine extraterrestre. Beaucoup souhaitent croire aux aliens et amplifient donc chaque information évoquant une technologie venue d'ailleurs. Un exemple frappant est Oumuamua, premier objet détecté à avoir traversé notre système solaire depuis l'espace interstellaire. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une sonde extraterrestre. En réalité, il s'agissait presque certainement d'un corps naturel, comparable à un astéroïde interstellaire. Vous souvenez-vous de la récente panique entourant 3i Atlas? Des rumeurs en ligne prétendaient qu'il s'agissait d'un objet artificiel qui s'approcherait de la Terre en novembre 2025 et changerait nos vies à jamais. Novembre est passé. L'objet s'éloigne. Aucune invasion extraterrestre n'a eu lieu. Cela signifie-t-il que la seule manière de trouver une vie extraterrestre est d'attendre que des rochers spatiaux passent au hasard?
Ou d'espérer que quelqu'un filme un ovni en 4K? Pouvons-nous faire quelque chose? Oui, nous pouvons rechercher des technosignatures. Les technosignatures sont des signes d'activité technologique susceptibles d'être produits par une intelligence. À l'inverse, les biosignatures, comme les microbes ou certaines molécules, témoignent d'une vie élémentaire, mais leur détection à l'échelle cosmique demeure extrêmement complexe. Les technosignatures sont plus accessibles. Elles incluent des signaux radio, des émissions laser ou des polluants atmosphériques comme le dioxyde de carbone ou le méthane. La Terre elle-même émet de telles signatures détectables à distance. Dès lors, pourquoi ne pas chercher ces mêmes indices sur d'autres mondes? Par où débuter? Il y a plus de 6000 exoplanètes connues. Toute technologie extraterrestre reposerait sur les mêmes principes de physique et de chimie que les nôtres, puisque leurs lois sont supposées universelles. Il est donc envisageable que d'immenses panneaux solaires, sur une planète lointaine, génèrent un excès de chaleur détectable. De même, une industrie à grande échelle pourrait émettre des composés chimiques observables grâce à de puissants télescopes. Les chercheurs disposent d'une liste de technosignatures à surveiller. Lorsqu'un signal semble correspondre à ces critères, le véritable travail commence. Il faut déterminer s'il provient d'une technologie ou d'un phénomène naturel. Il y a quelques années, des astronomes ont étudié Étoile de Tabi, située à environ 1280 années-lumière. Ils ont observé un assombrissement inhabituel, comme si un objet colossal en masquait périodiquement la lumière. Ce comportement étrange a alimenté des hypothèses évoquant des mégastructures extraterrestres, voire un gigantesque vaisseau à proximité. En réalité, ce phénomène s'explique simplement par la présence de poussière cosmique. C'est pourquoi chaque technosignature exige une vérification rigoureuse. À ce jour, aucune n'a été confirmée. L'univers est vaste, les planètes extrêmement éloignées, et il est possible que nous soyons tout simplement incapables de nous détecter mutuellement. Même s'il existe une autre vie intelligente, la communication pourrait demeurer hors de portée avec les technologies actuelles, tant pour eux que pour nous. Le physicien italo-américain Enrico Fermi a résumé cette énigme par une simple question. Où est tout le monde? Comment expliquer qu'aucune civilisation, dans l'immensité du cosmos, ne nous ait encore contactés? La réponse la plus troublante est aussi la plus simple. Peut-être sommes-nous vraiment seuls. Certes, il est envisageable que les extraterrestres choisissent de ne pas entrer en contact, ou qu'ils ne disposent pas encore des moyens de communiquer à travers les étoiles. Mais soyons réalistes, l'existence des extraterrestres demeure, à ce jour, hautement improbable. Ce sarcophage semble défier toute logique. Aucune ouverture visible. Aucun accès pour entrer ou sortir. Et pourtant, à l'intérieur repose Dame Chenet Aa, une femme énigmatique de l'Égypte ancienne, parfaitement conservée malgré 3000 ans. Comment s'est-elle retrouvée là? C'était la 3e période intermédiaire en Égypte, une ère située entre de grandes dynasties. Les pharaons arboraient la couronne bleue. Les prêtres de Thèbes jouissaient d'un pouvoir presque équivalent à celui des rois. Les marchés retentissaient des cris des marchands vendant dattes, papyrus et parfums précieux. Dame Chenet Aa avait entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, un âge avancé selon les standards égyptiens de l'époque. Comme la majorité des Égyptiens, elle se nourrissait de pain, de lentilles et de poissons. À cet âge, ses dents étaient déjà fortement usées, jaunâtres et érodées, car la nourriture contenait souvent des grains de sable. Mais elle n'était pas une femme ordinaire. À son décès, pour des raisons inconnues, son inhumation fut somptueuse. Les habitants enveloppèrent son corps dans du lin coûteux et lui substituèrent des yeux artificiels pour remplacer les siens, afin qu'elle pût voir dans l'au-delà. C'est ainsi que nous l'avons retrouvée 3000 ans plus tard, dans un sarcophage richement décoré. Il était en cartonnage, sorte de papier mâché obtenu par superposition de lin et de papyrus agglomérés. Ces cercueils étaient extrêmement résistants et pouvaient endurer des millénaires, grâce au climat extrêmement sec de l'Égypte. Mais surtout, ce matériau était réservé à l'élite, ce qui indiquait son importance locale, même si le motif exact nous échappe. Pourtant, un problème majeur subsistait concernant sa momie. Comment ont-ils pu la placer dans ce cercueil? Malgré toutes les recherches, aucun point d'entrée n'était apparent. La seule ouverture visible était une minuscule fente près de ses pieds, insuffisante pour y introduire un corps entier.
Ce mystère a intrigué les chercheurs pendant des décennies, jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin la vérité, tout récemment. Ces momies sont étudiées au musée Field de Chicago grâce à une technologie récente. La tomodensitométrie. Il s'agit, en substance, d'assembler des milliers de radiographies afin de produire des images tridimensionnelles d'une extrême précision. Cette méthode permet d'examiner les corps sans les altérer. Et les résultats révèlent l'ingéniosité remarquable des anciens Égyptiens. Ils n'ont pas façonné le cartonnage autour du corps de Chéné AA, ce qui aurait pourtant été la solution la plus simple. Les embaumeurs ont d'abord fabriqué le cercueil, puis l'ont humidifié afin de le rendre souple. Ils l'ont ensuite délicatement modelé autour de son corps enveloppé. Une fente fut bien pratiquée le long du dos du cercueil, mais elle fut ensuite lacée comme un corset, donnant l'illusion d'une absence totale d'ouverture. Enfin, un panneau de bois fut fixé à ses pieds pour maintenir l'ensemble, ce qui explique la petite fente observée. En règle générale, les organes internes étaient retirés et placés dans des vases, symboliquement protégés par les 4 fils d'Horus. Les Égyptiens croyaient que le défunt en aurait besoin dans l'au-delà. Ils estimaient également que ce procédé contribuerait à préserver le corps durant de très longues périodes, ce qui, à l'évidence, s'est révélé efficace. Grâce à ces croyances, les momies sont devenues de véritables capsules temporelles. Chacun des fils d'Horus avait pour mission de protéger un organe précis. Amset, à tête humaine, veillait sur le foie. Hapi, à tête de babouin, sur les poumons. Douamoutef, à tête de chacal, sur l'estomac. Et Kébé-Sénouf, à tête de faucon, sur les intestins. L'ampleur des efforts déployés par les embaumeurs force l'admiration, en particulier pour Dame Cheneta. Ils souhaitaient manifestement préserver son corps et lui offrir un sarcophage irréprochable. Il est alors difficile de ne pas s'interroger. Qui était-elle pour mériter une telle attention ? Les anciens Égyptiens pensaient l'au-delà un peu comme nous réfléchissons nos plans de retraite modernes. Il ne s'agissait pas simplement de mourir, mais de se préparer, préserver le corps, garantir la vision, et bien davantage. Plus une personne était riche ou influente, plus son existence après la mort devait être favorable. Toutefois, Chenet AA n'était pas la seule momie remarquable étudiée. Les chercheurs ont également examiné Arwa, un Égyptien ayant vécu à la même époque. Son corps suggère lui aussi un statut social élevé. Aucune trace de dur labeur, une dentition bien conservée, indiquant une alimentation de qualité, pauvre en sable. Certains individus ont manifestement bénéficié de privilèges, aussi bien de leur vivant qu'après leur mort. Mais l'histoire compte de nombreuses momies tout aussi énigmatiques. L'une d'elles est Xinzui, plus connue sous le nom de Madame Dai. Son histoire commence en 1968, près de Changsha, en Chine. Des ouvriers creusaient un abri anti-aérien destiné à un hôpital lorsqu'ils mirent accidentellement au jour un ancien site funéraire. En descendant sur place, ils firent une découverte stupéfiante. 3 tombes appartenant à une femme de la noblesse, à son époux, et à un jeune homme que l'on pense être leur fils. Elle était une noble de la Chine ancienne, au parcours particulièrement fascinant. Elle vécut il y a plus de 2000 ans, durant la dynastie des Han de l'Ouest. Elle était mariée à Li Kang, qui occupait la fonction de chancelier du royaume de Changsha, un rang particulièrement élevé. À première vue, Madame Dai semble avoir mené une existence faite de luxe et de privilèges. Elle disposait de musiciens particuliers pour animer ses réceptions et satisfaire ses plaisirs personnels. Elle jouait probablement du guqin, un instrument alors associé à l'érudition et à l'élégance. Son alimentation était digne d'une impératrice. Viande raffinée, mets délicats et abondance. Sa garde-robe regorgeait de soies somptueuses, sans même évoquer la quantité considérable de cosmétiques dont elle disposait. Mais cette opulence eut un prix. Avec l'âge, sa santé se détériora progressivement. Elle souffrait de multiples affections. Une maladie cardiaque, le diabète, de l'hypertension ainsi que des troubles hépatiques. Son dos semblait également la faire souffrir, au point de limiter fortement ses mouvements. Pour parachever ce tableau, elle développa des calculs biliaires. L'ensemble de ces pathologies conduisit finalement à une crise cardiaque qui l'emporta vers l'âge de 50 ans. Un détail particulièrement troublant fut relevé par les scientifiques. Plus de 130 graines de melon furent retrouvées dans son estomac et ses intestins. Elle avait très probablement consommé de la pastèque quelques heures avant sa mort, ce qui suggère que le décès survint en été, à la saison où le fruit est mûr. Elle savourait ainsi une douceur simple et sucrée peu avant que sa vie ne s'achève brutalement.
Les fouilles débutèrent en 1972 et se révélèrent du complexe. Plus de 1500 étudiants de la région durent être mobilisés. Parmi les découvertes, Madame Dai demeurait la plus énigmatique. Elle avait été inhumée dans 4 cercueils rectangulaires en pin, emboîtés les uns dans les autres à la manière d'une poupée gigogne, le tout enveloppé de 20 couches de soie et scellé par d'importantes quantités de charbon de bois et d'argile blanche. Les cercueils étaient en outre magnifiquement peints, décorés de divinités protectrices, d'animaux mythiques et de nuages symbolisant les cieux. On y trouvait également des représentations de créatures divines et du mont Kunlun, montagne mythique où, selon les croyances, les êtres humains accédaient au bonheur éternel. L'ensemble de ces éléments nous éclaire sur la dynastie Han, sa conception de l'au-delà, son art, son quotidien et l'excellence de son artisanat. Lorsque les chercheurs atteignirent enfin le corps, la découverte fut saisissante. Une peau souple, des articulations encore mobiles et un état de conservation presque parfait. Elle avait conservé ses cheveux, ses cils, ses empreintes digitales et même des traces de sang, donnant l'impression qu'elle n'était décédée que quelques semaines auparavant. Les anciens avaient recours à une méthode de préservation ingénieuse. Il semble que les embaumeurs aient immergé Dame Dai dans un liquide acide étrange et mystérieux, capable d'empêcher la prolifération des bactéries. Hélas, ce liquide provoqua chez tous les chercheurs qui la manipulèrent de violentes éruptions cutanées, lesquelles persistèrent durant 3 mois. Et savez-vous ce qui fut enseveli avec elle? Plus de 1400 objets, principalement des effets personnels tels que des vêtements en soie, des cosmétiques et des instruments de musique. On y trouva également de la nourriture, céréales, viande, vin et pâtisserie. S'y ajoutaient 162 figurines en bois sculptées représentant divers serviteurs et musiciens. Elles étaient peut-être destinées à la servir dans l'eau. Au large de la Croatie, des archéologues ont récemment mis au jour un spectacle incroyable. Une route en pierre parfaitement construite, encore intacte, enfouie sous de multiples couches de boue. Elle daterait de presque 7000 ans. Qui en est l'auteur? Dans quel but? Et où mène-t-elle exactement? Cette route aurait pu disparaître à jamais si le hasard n'avait pas joué son rôle. En 2021, des archéologues observaient des images satellites de l'île de Korčula, une petite île croate en mer Adriatique. Brusquement, ils remarquèrent d'étranges formes, des motifs partiellement visibles sous l'eau. Poussés par la curiosité, ils plongèrent pour examiner de plus près et découvrirent quelque chose d'inouï. Une colonie néolithique submergée, le village de Solin. Mais ce village ancien n'était que le commencement. En 2023, en explorant plus avant le site, les archéologues mirent au jour quelque chose d'encore plus impressionnant. Une route en pierre parfaitement conservée, enfouie sous des strates de boue marine. Elle avait des milliers d'années. Large de seulement 4 mètres, elle est posée avec soin, pierre après pierre, vestige d'un monde oublié, s'étendant sur le fond marin. Ce ne pouvait être le fruit du hasard. Les pierres étaient trop finement façonnées, trop soigneusement disposées. Et, d'une manière ou d'une autre, au fil de 7000 ans de tempêtes et de marées, tant le village que la route ont résisté. Un scientifique affirma qu'il s'agissait d'un miracle. Les îles entourant Korčula avaient protégé la côte des vagues géantes, préservant ainsi ses vestiges de la destruction. Ils ont également mis au jour d'autres éléments, des fragments de céramique et des couteaux en silex, de discrètes traces des habitants d'antan. Mais qui étaient-ils exactement? La mystérieuse route remonte profondément dans l'âge de pierre. Une civilisation ancienne, la culture de Var, vivait non loin sur l'île du même nom. Toutefois, ses habitants s'étendaient également le long de la côte orientale de l'Adriatique et édifièrent le village de Solin, juste au large de Korčula. La route reliait ce village à l'île principale. Si vous posiez le pied aujourd'hui sur Var, vous découvririez une île fascinante, parsemée de pins, de champs de lavande et de vignobles inondés de lumière. Mais vous pénétreriez aussi dans une mosaïque vivante, tissée au fil de 7000 années d'histoire. Les hommes et femmes du néolithique occupaient ces lieux vers 4900 avant notre ère, bien avant l'essor des cités, avant les pyramides d'Égypte, et même avant que l'histoire ait connu ses premiers souverains. Ces populations trouvaient refuge dans les grottes de l'île. Dans des sites tels que la grotte de Grabčeva et celle de Markova, ils fabriquaient une poterie délicate et ornée, parmi les plus anciennes d'Europe. Ce village ancien bourdonnait autrefois de vie, perché près de plages balayées aujourd'hui uniquement par les vagues.
Ceux qui l'avaient construit marchaient pieds nus sur ces pierres, transportant des paniers de grains, des outils et des pots de terre cuite remplis d'eau ou d'huile d'olive. Parmi ces fragments, les archéologues découvrirent un trésor étonnant. La plus ancienne représentation de bateaux connue en Europe. Même vers 3500 avant notre ère, les habitants de Var rêvaient déjà de voyages au-delà de l'horizon. Et bien que les agriculteurs néolithiques de la culture de Var ne disposassent pas d'une technologie avancée, ils avaient déjà su maîtriser la terre. Ils élevèrent des tombes mégalithiques, dressaient des cercles de pierre dans la baie de Gradina, et façonnaient des lames en silex complexes, ainsi que des haches de pierre. Pourquoi le village de Soline et la route se trouvent-ils désormais sous l'eau? Nous l'ignorons encore. Il est possible qu'un événement survenu autrefois en soit la cause. Quoi qu'il en soit, la route et Soline demeurent les seuls vestiges tangibles de cette époque. L'île de Var a toujours été un lieu fascinant. Son histoire, à la fois rude et magnifique, a été façonnée par les rébellions, les pirates et les envahisseurs successifs. Vers 385 avant notre ère, les Grecs traversèrent la mer et découvrirent cette île splendide. Une haute crête calcaire, des sources d'eau douce dissimulées et des plaines fertiles baignées par la brise marine. Il n'est guère surprenant qu'ils aient choisi de s'y établir. Ces Grecs provenaient de Paros, une île de la mer Égée. À leur arrivée sur Var, ils fondèrent une cité qu'ils nommèrent Pharos. Ils n'étaient pas d'une très grande originalité. Aujourd'hui, nous connaissons cette ville sous le nom de Starigrad, ce qui signifie « vieille ville », et elle figure parmi les plus anciennes d'Europe. Ils apportèrent avec eux un savoir approfondi en agriculture, en navigation et en urbanisme, qui leur permit de réaliser un exploit. Diviser les terres en carrés géométriques parfaits, des parcelles ordonnées destinées aux vignobles, aux oliviers et aux cultures céréalières. Cet agencement harmonieux des terres agricoles est aujourd'hui désigné sous le nom de plaine de Starigrad, et il a su demeurer si pur et intact, plus de 2000 ans après qu'il fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus tard vinrent les Romains, dont les villas et routes sillonnaient désormais les collines. Ensuite apparurent les Croates, dont les traditions des processions religieuses aux chants anciens et envoûtants de la Semaine Sainte ont traversé les siècles sans se perdre. Mais c'est sous les Vénitiens, vers le XVe siècle, que Var connut son véritable essor. À leur arrivée, ils firent de la ville de Var un port majeur, y érigèrent forteresses et arsenaux, construisirent cathédrales, théâtres et places qui structurèrent la cité. Ce fut l'âge d'or de la Renaissance, et Var donna au monde 3 figures majeures de la culture croate. Le premier, Petar Hektorović, immortalisa la vie des pêcheurs et l'esprit de la mer dans son épopée Pêche et conversation entre pêcheurs. Dans le château local de Tevrdalj, sa villa de pierre conserve encore son bassin à poissons secret. Le second personnage, Hannibal Lucic, écrivit Robinja, le premier drame laïque de la littérature croate. Enfin, Martin Benetović, peintre, musicien et dramaturge, marqua durablement l'âme de l'île. Dans le monastère franciscain au bord de la mer, une magnifique peinture s'étend sur tout un mur, la Seine. Ce n'est pas la célèbre toile de Léonard de Vinci, mais l'œuvre, attribuée à Matteo Ingoli, reprend le même thème et demeure également un chef-d'œuvre de la Renaissance. À cette époque, Var devint un joyau de l'Empire vénitien, un bastion naval, et plus tard une scène où se distinguèrent les poètes de la Renaissance. Mais ce lieu n'a pas toujours connu la paix. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman vint s'avancer sur ses rivages. Leurs corsaires balayèrent la mer, cherchant à conquérir l'île. Les habitants de Var bâtirent alors des forteresses qui s'accrochent encore fièrement aux falaises, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Napoléon lui-même visita l'île. Cependant, rien de tout cela n'a pu étouffer l'esprit de Var. La vie revenait toujours dans les champs. La lavande fleurissait sur les terrasses, le romarin et les oliviers s'enchevêtrèrent sur les collines, et le vin coulait encore des vignobles plantés jadis par les Grecs. La culture persistait et s'épanouissait. Au XVIIe siècle, l'île créa quelque chose d'inouï. Le tout premier théâtre public d'Europe. Jusqu'alors, les théâtres étaient réservés aux rois et aux nobles. Ici, roturiers et aristocrates s'asseyaient côte à côte sous des arches de pierre finement sculptées, assistant à des pièces éclairées à la lueur des bougies. Les habitants fondèrent également la première association professionnelle européenne dédiée au tourisme.
L'activité touristique prit son essor dès le XIXe siècle avec la création de l'association en matière d'hygiène de Hvar. Aujourd'hui, Hvar est connue comme l'île de la lavande et couronnée reine des îles dalmates. Sur la place Saint-Étienne, la cathédrale émerge majestueusement et son clocher, érigé à la Renaissance, servait autrefois à prévenir des raids ottomans. Dans le monastère bénédictin, invisible aux yeux de la plupart, les religieuses tisent de la dentelle en agave. Les fils, extraits des fibres de la plante, sont noués en motif d'une délicatesse extrême, chacun unique, chacun incarnant une prière capturée dans le tissu. Dominant la ville, on aperçoit encore les anciens canons pointés vers la mer, et en contrebas, l'éclat scintillant des îles Pakléni, tels de petits joyaux verts. L'île bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel, supérieur à presque tout autre lieu d'Europe. Et la riche histoire se manifeste dans chaque festival, dans la beauté des processions de la Semaine Sainte, et dans les anciens chants portés par la brise marine. Eridu, une mégapole antérieure à la première civilisation connue, et plus ancienne que les pyramides de Gizeh, gisait enfouie dans les sables du désert mésopotamien depuis plus de 2000 ans. Une découverte scientifique récente bouleverse désormais nos connaissances sur cette cité antique. Les chercheurs ont mis au jour plus de 4000 canaux autour d'Eridu, qui alimentaient en eau plus de 700 fermes exploitées entre le 6e et le début du 1er millénaire avant notre ère. Eridu fut fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et fut la ville des premiers rois, ainsi que la première cité historique selon la liste royale sumérienne, ce texte ancien gravé sur une tablette d'argile. Les anciens Sumériens croyaient que cette ville avait été créée par les dieux lorsqu'ils décidèrent de s'établir sur Terre. Eridu occupe une place si importante dans les mythes et légendes sumériens qu'on finit par la considérer, à un certain moment, comme un lieu purement mythique. Le mythe le plus célèbre raconte que les cieux furent courroucés par le tumulte des humains et qu'ils envoyèrent un grand déluge pour les anéantir. Une étude récente a révélé que l'Euphrate constituait la source d'eau de l'ensemble de la cité. Les chercheurs ont cartographié les vestiges du paysage ancien et identifié un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation artificielle. Ils ont découvert 200 canaux principaux captant l'eau de l'Euphrate, lesquels alimentaient à leur tour 4000 canaux secondaires. L'équipe a mobilisé images satellitaires, vues par drone, analyse des sols, anciens registres et technologies de télédétection pour en dresser la cartographie complète. Les 700 fermes bénéficiaires présentaient des superficies variées, allant de 460 à plus de 18 000 m². Les canaux principaux mesuraient de près de 1000 mètres de long, certains s'étendant sur plus de 8 km, tandis que les plus petits pouvaient n'atteindre que 10 mètres. En Mésopotamie, les rivières constituaient la principale source d'eau pour l'agriculture, obligeant les cultivateurs à maîtriser l'art d'acheminer l'eau depuis le fleuve jusqu'à leurs champs. Tout débuta par des techniques rudimentaires, telles que le creusement de petites rigoles, mais au fil des générations, ils apprirent à édifier d'immenses canaux, atteignant parfois 100 km de long. L'Euphrate lui-même facilitait leurs tâches. L'eau descendait naturellement le long de ces berges surélevées, et les brèches naturelles la laissaient s'épancher sur les terres voisines. Les chercheurs ignorent à quelle époque chaque canal fut utilisé, et il paraît improbable que les 4200 canaux aient fonctionné simultanément durant cette vaste période. Eridu fut jadis un centre religieux et commercial d'une grande importance, grâce à sa position stratégique sur le golfe Persique. Son économie reposait essentiellement sur la pêche, rendue possible par les eaux de l'Euphrate. Les chercheurs y ont découvert des filets et des poids de pêche, ainsi que des ballots entiers de poissons séchés. On y a également trouvé des modèles de bateaux en roseau, première preuve matérielle connue de navires construits par l'homme. La cité prospéra jusqu'à son abandon, vers 600 avant notre ère, pour une raison que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Les habitants, tout comme les pèlerins et marchands de passage, avaient épuisé les ressources locales et durent laisser la terre se régénérer à plusieurs reprises avant de partir définitivement. Cela coïncida avec le moment où l'Euphrate changea de cours, privant la ville de sa source vitale d'eau. Bien des siècles plus tard, en 1854, un fonctionnaire britannique nommé John George Taylor fut envoyé en mission dans la région afin d'examiner un site isolé, Tel Abu Shahrain, constitué d'un ensemble de monticules appelés Tels, vestiges d'anciens peuplements humains. D'abord, Taylor demeura peu impressionné.
Il espérait tomber sur des trouvailles majeures, telles que des statues, des inscriptions ou les ruines de temples et de palais. Faute de temps, il ne découvrit que des murs, des drains, des plateformes de pierre et des fragments de colonnes en calcaire ornés de minuscules cônes en mosaïque. Il ignorait alors que ces monticules apparemment sans intérêt abritaient l'une des plus anciennes cités terrestres, Eridu. L'intérêt du British Museum fut immédiat. Mais les premières fouilles de grande ampleur ne débutèrent qu'en 1946. Les autorités irakiennes s'y impliquèrent activement, espérant éclairer les origines les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les archéologues se concentrèrent alors sur le monticule 1, un vaste tel atteignant la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Ils mirent rapidement au jour une portion d'une pyramide à degrés inachevés, une ziggourate datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. En approfondissant les fouilles, ils révélèrent des strates de vie humaine remontant de plus en plus loin dans le passé. Certaines couches appartenaient à la période d'Uruk, d'autres à une époque encore antérieure aux Sumériens, appelée protohistoire. Dans ces niveaux inférieurs, ils découvrirent plusieurs reconstructions successives du temple d'Anki, la divinité tutélaire de la cité. Ce sanctuaire fut rebâti maintes fois durant plus de 2 millénaires. Chaque effondrement donnait lieu à une nouvelle construction, plus vaste et plus majestueuse que la précédente. À partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère, les temples d'Eridu prirent une ampleur monumentale, dépassant en sophistication toutes les réalisations humaines antérieures. Parallèlement, la société se complexifia, marquée par l'apparition de classes sociales distinctes. Finalement, les habitants cessèrent de reconstruire le temple et érigèrent, vers 2100 avant notre ère, une pyramide à degrés sur les ruines. Bien qu'Eridu eût décliné, elle conserva sans doute un rôle majeur en tant que site sacré. Les fouilles ont révélé de la poterie datant des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, sans trace d'habitations alentour. Les Sumériens furent, sans conteste, un peuple d'une ingéniosité remarquable. Vers 1500 avant notre ère, ils inventèrent la charrue semoir, un instrument permettant de labourer et d'ensemencer simultanément, tiré par des bêtes de somme telles que les bœufs. Cet outil était même accompagné d'instructions précises. L'almanach du fermier sumérien prodiguait des conseils sur l'art d'accroître les récoltes grâce à un labour et une irrigation bien maîtrisée. Ces méthodes agricoles ingénieuses permirent de nourrir davantage de personnes, favorisant la croissance des cités, l'émergence d'un pouvoir organisé et un approfondissement de la vie religieuse. À mesure que leur ville prospérait, les Sumériens développèrent aussi leur savoir en écriture, en mathématiques et en spiritualité. Il y a 5000 ans, ils avaient déjà mis au point le cunéiforme, l'un des tout premiers systèmes d'écriture de l'humanité. Une autre découverte récente, issue de la même région du monde, démontre que la bureaucratie existait déjà il y a 4 millénaires. Les archéologues ont exhumé d'anciennes tablettes administratives dans une autre cité sumérienne, Girsu. Ces tablettes d'argile constituent la plus ancienne preuve tangible connue du tout premier empire au monde, l'empire d'Akkad. Elles furent retrouvées dans un bâtiment d'archives d'État en briques crues, divisé en plusieurs salles qui servaient vraisemblablement de bureaux. Avant cette découverte, le fonctionnement interne de cet empire, le premier répertorié dans l'histoire, rappelons-le, demeurait obscur. Mais, grâce aux fouilles menées à Girsu, les chercheurs disposent désormais de preuves claires et irréfutables de l'existence d'un système administratif élaboré. Ces documents consignaient tout, livraison, dépenses et inventaire, des poissons et moutons jusqu'aux grains, tissus et pierres précieuses. Ils comportent également des registres de population mentionnant les noms, âges et métiers des hommes, des femmes et des enfants. Une forme primitive de recensement. Ces données ont révélé que les femmes occupaient une place essentielle dans la société akkadienne. Certaines femmes occupèrent des positions d'influence, telles que celles de grandes prêtresses. Les tablettes révèlent aussi une large variété de métiers. Des artisans qualifiés comme les tailleurs de pierre aux travailleurs plus modestes, tels que les balayeurs des temples. Certaines contiennent même des plans de bâtiments, des schémas de champs et des cartes de canaux, preuve que l'Empire disposait d'une organisation et d'une planification très structurée. La cité finit toutefois par se révolter et conquérir son indépendance, mettant fin à 150 ans de domination akkadienne. Aujourd'hui, les chercheurs nettoient et traduisent ces tablettes pour en saisir tout le sens. Ces nouvelles découvertes remplacent les théories anciennes et offrent une vision plus exacte du pouvoir et du système administratif de l'Empire d'Akkad. Une immense étendue de neige immaculée, des vents mordants,
des paysages sans vie et d'étranges signaux inquiétants semblant surgir des profondeurs de la Terre. Ces impulsions radio apparaissent en Antarctique et nul ne parvient à déterminer ce qu'elles sont ni d'où elles proviennent. En réalité, les scientifiques conduisent une expérience baptisée ANITA, acronyme de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Il s'agit d'un ensemble de détecteurs solidement fixés à d'immenses ballons, lesquels dérivent à très haute altitude au-dessus du pôle sud. Leur mission consiste à repérer des neutrinos d'énergie extrêmement élevée, précisément lorsqu'ils heurtent la glace et génèrent une brève mais intense émission d'ondes radio. Les neutrinos sont de minuscules particules, presque dépourvues de masse et totalement privées de charge électrique. Ils sont omniprésents. Des milliards d'entre eux traversent votre corps chaque seconde, y compris pendant que vous regardez cette vidéo. Leur origine est variée. Ils proviennent du Soleil, d'étoiles en pleine explosion, des profondeurs de l'espace, et même du sol sous vos pieds. Le Soleil en émet en continu lorsqu'il transforme l'hydrogène en hélium. Les étoiles mourantes libèrent, lors des supernovae, d'énormes bouffées de neutrinos. Lorsque des rayons cosmiques très énergétiques frappent l'atmosphère terrestre, ils produisent également de nouveaux neutrinos qui retombent ensuite vers la surface. Certains naissent même de la désintégration de matériaux radioactifs au cœur de la Terre. Les plus anciens d'entre eux parcourent l'univers depuis le Big Bang. Pourtant, ils restent presque indétectables, car ils interagissent très rarement avec la matière. C'est pour cette raison que les scientifiques ont recours à des dispositifs aussi spectaculaires qu'ANITA, afin d'espérer en intercepter ne serait-ce que quelques-uns. Mais revenons à ce jour fatidique où tout a changé. Normalement, les signaux radio produits par les neutrinos rebondissent sur la glace et se propagent vers le haut, exactement là où ANITA peut les détecter. C'est précisément l'objectif de l'expérience. Étudier les neutrinos afin d'en apprendre davantage sur des événements cosmiques lointains, comme les supernovae ou des phénomènes se produisant à des années-lumière. Pourtant, un événement profondément étrange s'est alors produit. Les détecteurs ont enregistré des ondes radio qui ne rebondissaient pas sur la glace. Elles semblaient provenir de sous l'horizon, comme si elles émergeaient des profondeurs. Or, cela ne devrait tout simplement pas être possible. Selon les lois connues de la physique, un signal ne peut pas remonter à travers de la roche et de la glace solide. L'une des chercheuses, Stephanie Wissel de Penn State, a également indiqué que ces ondes radio arrivaient selon des angles extrêmement abrupts, proches de 30 degrés sous la surface. La seule manière d'expliquer cela serait que le signal ait traversé des milliers de kilomètres de roches solides avant d'atteindre le détecteur. Mais dans ce cas, la roche aurait dû l'absorber entièrement. Quelque chose ne concordait donc pas. L'équipe a effectué l'ensemble des calculs possibles, sans obtenir de réponse claire. Pour les chercheurs, le problème restait néanmoins intéressant, puisqu'ils ignoraient toujours la nature exacte de ces anomalies. Ce qu'ils savaient en revanche, c'est qu'il ne s'agissait probablement pas de neutrinos. En effet, lorsqu'un neutrino est détecté, cela signifie qu'il a parcouru une distance prodigieuse sans interagir avec quoi que ce soit, peut-être depuis la limite de l'univers observable. Or, ce qu'ANITA a détecté ne se comporte pas comme un phénomène déjà observé par les scientifiques. Cela pourrait indiquer l'existence d'un type de particules entièrement nouveau, ou bien révéler un processus encore incompris. Les résultats ont été publiés dans Physical Review Letters, mais le mystère demeure entier. Personne ne sait réellement ce qui se passe sous la glace antarctique, sinon qu'un phénomène semble s'y manifester en ne respectant pas les règles établies. Si les scientifiques parviennent effectivement à détecter et à localiser l'origine de ces particules ultra rapides, ils pourront en apprendre énormément sur l'univers, bien plus que ce que même les plus grands et les plus coûteux télescopes permettent. Voyez-vous, les neutrinos traversent pratiquement l'espace à la vitesse de la lumière, effleurant à peine la matière. Ils peuvent ainsi transporter des informations intactes sur des événements survenus à des millions, voire des milliards d'années-lumière. C'est pourquoi Wissel et de nombreux chercheurs à travers le monde construisent ces détecteurs d'une sensibilité exceptionnelle pour capter les signaux des neutrinos. Même les plus faibles sont essentiels, car un minuscule sursaut de données peut renfermer un véritable trésor d'informations. Les scientifiques conçoivent donc des installations, tant en Antarctique qu'en Amérique du Sud, pour détecter ces particules rares. ANITA est l'un de ces détecteurs, et l'Antarctique s'avère l'endroit idéal. Quasi aucun bruit radio, aucune ville, aucun trafic, ni interférences aléatoires. Le dispositif est en réalité fascinant. Il fixe un groupe d'antennes radio à un ballon géant,
l'envoie à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude et le laisse flotter au-dessus des étendues infinies de glace éclatantes. De là-haut, il pointe vers le bas, à l'écoute des signaux faibles provenant des profondeurs de la glace. Lorsqu'un de ces neutrinos extrêmement rares, un neutrino tawick, frappe la glace, il engendre une autre particule, le lepton tau. Ce dernier s'échappe ensuite de la glace et commence à se désintégrer, perdant de l'énergie et se fragmentant. Cette désintégration produit ce que l'on appelle une gerbe atmosphérique, comparable à une pluie d'étincelles invisibles dans l'air. Si nous pouvions voir ces cascades, elles ressembleraient à quelqu'un agitant un feu de Bengale dans l'obscurité, laissant derrière lui des traînées lumineuses. En analysant la direction et la configuration de ces signaux, ceux émanant de la glace, gerbe de glace, et ceux se produisant dans l'air, gerbe atmosphérique, les chercheurs peuvent déterminer la provenance de la particule initiale. En général, c'est extrêmement précis, un peu comme faire rebondir une balle sur le sol. On peut anticiper sa trajectoire. Mais ces nouveaux signaux étranges ne se comportent pas comme prévu. Les angles sont totalement incohérents, bien plus raides que tout ce que les modèles sont capables d'expliquer. L'équipe a donc approfondi son enquête. Tout d'abord, elle a étudié l'intégralité des données issues des multiples vols en ballon d'Anita. Puis, elle les a confrontées à d'innombrables simulations informatiques de rayons cosmiques et de neutrinos, en filtrant tout le bruit de fond habituel. Les résultats ont même été recoupés avec d'autres expériences, comme le détecteur IceCube, également installé en Antarctique, et l'observatoire Pierre Auger, en Argentine. L'objectif était de vérifier si d'autres avaient détecté des gerbes atmosphériques ascendantes similaires. Et devinez quoi? Les événements ont pris une tournure encore plus étrange. Les chercheurs n'ont rien trouvé. Aucun autre détecteur n'avait enregistré quoi que ce soit de susceptible d'expliquer ce qu'Anita avait observé. C'est pourquoi ils ont fini par qualifier l'ensemble de la situation d'anomalie. Cela signifie essentiellement, oui, nous ignorons ce que c'est, mais cela ne se comporte assurément pas comme un neutrino. Wissel a précisé que les signaux ne s'inséraient pas dans le schéma habituel du comportement attendu des particules. Certains ont avancé des hypothèses, peut-être une nouvelle forme de physique, ou un indice de la matière noire. La matière noire est essentiellement cette substance invisible qui empêche l'univers de s'effondrer. Elle est présente partout, nous ne pouvons simplement pas l'apercevoir. Les savants tentent de percer son mystère depuis près d'un siècle, et elle demeure l'une des plus grandes énigmes de la physique. Tout ce que nous observons, comme les étoiles, les planètes, les humains ou même les chiens, ne représente qu'environ 5% de l'univers. La matière noire constitue environ 27%. Le reste étant une entité encore plus énigmatique appelée énergie noire. Les chercheurs estiment que la matière noire confère aux galaxies leur structure et maintient l'ensemble de l'univers comme une sorte de colle cosmique. Sans elle, l'univers serait radicalement différent. Il serait absolument fascinant de confirmer la validité de cette théorie. Toutefois, puisque IceCube et Auger n'ont pas détecté les mêmes phénomènes, les hypothèses possibles restent fortement limitées. L'université de Penn State est active dans le domaine de la détection des neutrinos depuis près d'une décennie, construisant des détecteurs et analysant toutes sortes de signaux cosmiques. L'équipe travaille déjà sur leur prochain projet majeur, un détecteur entièrement nouveau, nommé PUO. Il sera plus vaste, plus sensible et nettement plus efficace pour repérer les signaux de ces neutrinos insaisissables. Pour l'heure, ce mystère cosmique persiste et maintient les scientifiques en haleine. Cependant, l'équipe reste optimiste. Une fois PUO et ses capteurs opérationnels, si d'autres anomalies existent, elles seront cette fois détectées. Peut-être découvrirons-nous alors enfin un pas de plus dans la mauvaise direction, et les arbalètes libéreront leurs flèches. Si vous ouvrez la mauvaise porte, vous sombrerez dans une rivière de mercure. Il est presque impossible de sortir de ce lieu, mais s'y rendre est encore plus ardu. Non, ce n'est pas le décor d'un film d'aventure sur quelques chasseurs de trésors. Il s'agit d'un véritable tombeau gigantesque, truffé de pièges et de ruisseaux de mercure toxique. Et il n'est pas niché au cœur de la jungle amazonienne, ni sur une île inconnue. Ce tombeau se trouve au centre de la Chine, à proximité de la ville de Xi'an. Et savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? Il a été édifié il y a plus de 2000 ans, et encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Nous ignorons toujours comment y pénétrer. Commençons toutefois par le commencement. Beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu parler de l'armée de terre cuite, des milliers de sculptures en argile représentant des humains. Elles furent découvertes pour la première fois en 1974, lorsqu'un groupe de paysans creusait des tranchées près de Xi'an. Ils mirent au jour une figure détaillée à taille humaine.
Et ce n'était qu'une parmi 1000. Chaque sculpture fut réalisée avec le plus grand réalisme, chacune possédant des détails qui lui étaient propres. Plus de 50 ans se sont écoulés, et les scientifiques poursuivent l'exhumation de ces sculptures. Leur nombre a désormais dépassé 8000. Mais quelle est leur fonction? Ces statues de terre cuite gardent, en quelque sorte, le tombeau de l'empereur Qin Shi Huang. Homme d'une influence considérable en Chine, il ne fut pas seulement enterré dans un simple mausolée. Ses serviteurs érigèrent un complexe funéraire de la taille d'une petite ville. Ainsi, si des milliers de gardes en argile protègent symboliquement le lieu, il est difficile d'imaginer ce qui se trouve au centre de ce tombeau ancien et colossal. Mais découvrons d'abord qui était Qin Shi Huang, avant de nous pencher sur ses pièges périlleux. Il était le premier fils du souverain du royaume de Qin, l'un des 6 royaumes qui existaient alors sur le territoire de la Chine moderne. En 259 avant notre ère, à sa naissance, ces 6 royaumes demeuraient indépendants et séparés les uns des autres. De plus, un violent conflit les opposait depuis plus de 2 siècles. Qin Shi Huang s'avéra pourtant l'homme capable de conquérir et d'unifier tous ces royaumes. Il devint bien plus qu'un simple roi. Il fut le premier empereur de Chine. Mais comment parvint-il à accomplir l'impossible? Les catastrophes naturelles, une stratégie habile, des tactiques ingénieuses et ses propres compétences lui permirent de soumettre les 6 royaumes. Les spécialistes discutent encore de certains détails de cette réussite. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que Qin Shi Huang était un empereur d'une grande sagesse et d'une intelligence remarquable. Il n'est donc guère surprenant que son sépulcre se révèle si immense. Il fut enseveli dans le plus vaste et luxueux complexe funéraire de toute l'histoire de la Chine. Cette étendue, de la taille d'une petite ville, recèle de nombreuses cavernes souterraines, abritant tout ce dont un empereur pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Dans la Chine ancienne, tout comme en Égypte, on croyait que lorsqu'un empereur quittait ce monde, il pouvait emporter avec lui les biens enterrés à ses côtés. Malheureusement, cela pouvait parfois concerner des êtres humains. Qin Shi Huang, avec discernement et sagesse, choisit cependant de recourir à des statues d'argile. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que les architectes et les bâtisseurs de ce complexe l'ont rendu impénétrable. L'ensemble de la zone recèle d'innombrables secrets, artefacts historiques et objets d'une valeur inestimable. Au cœur de ce tombeau se dresse un somptueux palais abritant le corps de l'empereur. Imaginez combien de trésors y sont conservés. Tous étaient destinés à rester intacts et invisibles aux yeux des autres. Et il est fort probable que nous ne puissions jamais y accéder, du moins dans un avenir proche. L'ancien historien chinois, Sima Qian, évoqua ce tombeau environ un siècle après l'inhumation de l'empereur. Il écrivit que ce lieu recelait des pièges mortels, prêts à annihiler quiconque oserait pénétrer à l'intérieur. Les ingénieurs avaient installé des arbalètes chargées de flèches et répandu une immense quantité de mercure, simulant le cours des rivières. Bien sûr, cela remonte à 2000 ans, et les arbalètes ne fonctionnent probablement plus, mais le mercure, lui, demeure éternel. Métal toxique, brillant et fluide, il est fascinant à regarder, mais à ne jamais toucher. Même une minuscule goutte peut endommager votre corps. Inhalée ou ingérée, elle affecte les nerfs, le foie, les reins et provoque de nombreux autres symptômes. Et ce n'est qu'une goutte. Imaginez la dangerosité des rivières de cette substance. Qui peut savoir quelle quantité de mercure les bâtisseurs ont pu y déverser? Mais même si vous échappez à tous les pièges et évitez la rivière empoisonnée, le mercure peut encore vous nuire. Ces vapeurs traversent les fissures des murs, ce qui implique que l'ensemble du tombeau est probablement imprégné de ce métal. Et ce constat n'est pas une simple supposition. Les scientifiques ont mesuré le niveau de mercure sur le site de fouilles et l'ont trouvé bien supérieur à la normale. Pourquoi le mercure? Dans la Chine ancienne, il était perçu comme l'élixir de jouvence, la source de l'immortalité. D'après les archives, Qin Shi Huang prenait fréquemment des pilules contenant cet élément, ce qui pourrait expliquer que sa vie se soit achevée à l'âge de 49 ans. Dans tous les cas, les fouilles peuvent endommager les structures anciennes et les artefacts. Par exemple, les archéologues ont causé d'importants dégâts à la tombe de Toutankhamon lors de son exploration. On creuse le sol, et soudain l'entrée s'effondre,
détruisant vases, parchemins, décorations intérieures et autres objets. Même en procédant avec soin, les inscriptions et dessins muraux peuvent être altérés par le soleil ou l'oxygène. Les lieux privés d'air frais et de rayons ultraviolets depuis des millénaires possèdent une composition chimique particulière et sont fragiles au contact du monde extérieur. Dans les années 1970, lors de l'excavation de l'armée de terre cuite, le pigment des peintures se détachait sous l'effet du soleil et de l'air. Heureusement, les archéologues s'adaptèrent rapidement et mirent au point une technique permettant d'extraire les statues sans altérer les peintures. Ce fut un processus long et méticuleux, mais nécessaire. Et voici pourquoi. Selon des écrits anciens, l'empereur avait créé un royaume souterrain, avec un somptueux palais en son centre. Le plafond de ce palais était décoré de perles précieuses, simulant les étoiles dans le ciel nocturne. Et ce n'est que le plafond. Il est difficile d'imaginer la décoration des murs, du sol et du reste du tombeau. De plus, les scientifiques s'attendent à découvrir de nombreuses autres statues représentant les serviteurs de l'empereur. Ainsi, le tombeau de Saint-Chehuang représente un véritable paradis pour archéologues et historiens. Pourtant, il faudra plus d'une génération avant de pouvoir extraire l'ensemble des trésors qu'il recèle. Certains experts estiment que l'exploration complète de ce vaste complexe pourrait s'étendre sur plusieurs siècles. Toutefois, les nouvelles technologies archéologiques sont susceptibles de tout transformer. Par exemple, les méthodes de recherche non invasives permettent d'observer le tombeau sans y pénétrer, grâce à des dispositifs spécialisés. Une autre approche consiste à utiliser les muons, produits subatomiques issus de la collision des rayons cosmiques avec les atomes de l'atmosphère terrestre, capables de traverser des objets solides comme le feraient des rayons X. Quant aux nanotechnologies, imaginez des millions de minuscules robots excavateurs s'engageant dans le tombeau, explorant et scannant méthodiquement chaque recoin, transmettant ensuite les informations à un ordinateur qui permet aux scientifiques de créer un modèle holographique fidèle du site. Tout cela paraît fascinant, mais pour être honnête, le charme de l'archéologie s'en trouve réduit. C'est une chose de déterrer soigneusement un artefact ancien de ses mains, de l'observer de près et de le nettoyer minutieusement après des siècles passés sous terre. Il en va tout autrement lorsque l'on se contente de scruter un écran d'ordinateur. Néanmoins, les technologies utilisant des muons ou des robots divers garantissent la sécurité des chercheurs. Il vaut infiniment mieux qu'un ordinateur tombe dans un piège que cela n'arrive à un archéologue. En 1912, les journaux britanniques s'enthousiasmaient pour une affirmation audacieuse. Les premiers humains seraient apparus en Grande-Bretagne et non en Afrique. L'impression était celle d'une histoire réécrite de fond en comble, et l'adhésion fut générale. Les foules applaudirent, les savants célébrèrent l'événement, et le petit village de Piltdown, dans le Sussex, devint soudain le centre de ce qui fut présenté comme la plus grande découverte de l'histoire de l'évolution. Tout cela fut rendu possible par Charles Dawson, un archéologue amateur curieux, désireux de se faire un nom dans le monde scientifique. Il affirma avoir découvert des fragments osseux appartenant à une créature intermédiaire entre les singes et les humains. Dawson s'associa à Arthur Smith Woodward, géologue respecté du Musée d'histoire naturelle de Londres, et ensemble ils assemblèrent des morceaux de crâne, des dents et même des outils primitifs. Leur découverte, baptisée l'Homme de Piltdown, fut présentée à la Société géologique et crue pendant des décennies. Les manuels scolaires réorganisèrent même l'évolution humaine autour de ce fossile, appris comme une vérité absolue par des générations entières. Mais un retournement survint. En 1949, de nouvelles techniques permettant de dater précisément les objets révélèrent des incohérences. Les analyses montrèrent que le crâne n'avait qu'environ 50 000 ans, et non plusieurs centaines de milliers. Plus surprenant encore, le crâne et la mâchoire n'appartenaient pas à la même espèce. Un crâne humain avait été combiné avec la mâchoire d'un singe, probablement un orang-outan. Les dents avaient été limées pour paraître plus humaines, et les os teintés afin de correspondre au gravier environnant. Ce fossile artificiel parvint à tromper le monde entier en lui faisant croire à la découverte d'une pièce manquante de l'histoire humaine. Dawson entra ainsi dans l'histoire scientifique, mais sans doute pas comme il l'avait espéré. Et il n'était pas un cas isolé. Certains agissaient par appât du gain, d'autres par soif de renommée. À la fin du XIXe siècle, à Paris, les musées accumulaient les trésors antiques comme s'il s'agissait de cartes Panini. Lorsqu'une somptueuse tiare en or, prétendument attribuée à un roi scythe nommé Saïtafarnès, apparut sur le marché, le Louvre estima devoir l'acquérir. Elle était spectaculaire.
richement ornée, majestueuse, digne d'un souverain. Le musée versa une somme considérable et l'exposa fièrement comme un chef-d'œuvre de l'art ancien. Puis survint la désillusion. Quelques années plus tard, un orfèvre entreprenant d'Odessa, Israël Rouchomovski, lut un article sur la prestigieuse découverte du Louvre et éclata de rire. Il reconnut la tiare qu'il avait façonnée de ses propres mains. Il s'agissait d'une œuvre moderne, réalisée sur commande pour des marchands locaux, lesquels ne lui avaient jamais révélé leur intention de la faire passer pour un trésor ancien. Le Louvre fut humilié. Une fois encore, le monde entier avait cru à un mensonge séduisant. Quant à l'orfèvre qui avait ridiculisé le musée, il gagna une notoriété durable dans le milieu artistique. La tiare détient encore aujourd'hui le record Guinness de la plus grande fraude en orfèvrerie de l'histoire. Une autre supercherie scientifique soigneusement orchestrée nous ramène dans la paisible ville de Cardiff, dans l'État de New York, quelques décennies avant l'affaire du Louvre. En 1869, des ouvriers creusant un puits heurtèrent un objet dur et massif. Ils mirent au jour ce qui semblait être un homme pétrifié de 3 mètres de haut, étendu dans le sol. Les foules affluèrent de régions éloignées pour l'observer. Des prédicateurs y virent la preuve des géants bibliques évoqués dans la Genèse. Les savants débattirent, hésitant entre fossilisation et intervention divine. En quelques jours, le géant de Cardiff devint une véritable attraction. Les visiteurs payaient cher pour le voir, 50 cents l'entrée, une somme importante à l'époque. On découvrit plus tard qu'un certain George Hull avait sculpté ce géant dans du gypse à la suite d'une dispute avec un révérend méthodiste. Hull voulait démontrer à quel point il était facile de duper les foules, en particulier les croyants, contrairement à lui. Il enterra donc le faux géant, et l'expérience réussit au-delà de ses attentes. Même après la révélation de la fraude par des experts, le public continua d'affluer par désir d'y croire. Au fil du temps, le géant changea plusieurs fois de propriétaire. Il est aujourd'hui exposé au musée Fenimore Farm and Country Village, à Cooperstown dans l'État de New York. En parlant de musée, vous avez peut-être déjà aperçu ces crânes de cristal qui scintillent sous la lumière, présentés comme des objets sacrés issus de temples mésoaméricains. Oui, ceux popularisés par un film d'Indiana Jones, associés à des pouvoirs aztèques anciens ou même à une énergie extraterrestre. Pendant longtemps, les musées les exposèrent avec fierté, jusqu'à ce que des chercheurs du British Museum et du Smithsonian entreprennent de les examiner de près. Leurs conclusions mirent alors fin au mythe. Ils établirent que ces crânes avaient été façonnés à l'aide d'outils rotatifs modernes et d'abrasifs inconnus des anciens sculpteurs. Autrement dit, ils furent fabriqués au 19e ou 20e siècle à l'aide de machines contemporaines et réussirent à tromper le monde entier. Il ne s'agissait ni de messages divins, ni de vestiges de civilisation venus de l'espace, mais simplement de presse-papier luxueux qui persuadèrent bien des gens de l'existence de prétendus pouvoirs anciens. Faisons maintenant un bond de plusieurs décennies vers une époque plus proche de la nôtre. Dans les années 1960, l'université de Yale révéla ce qui semblait être une découverte capable de réécrire l'histoire. Une carte du XVe siècle représentant l'Amérique du Nord sous le nom de Vinland. Cela impliquait que les Vikings avaient cartographié le continent bien avant Christophe Colomb. Les titres de presse furent sensationnels. L'idée avait quelque chose de romanesque. Des explorateurs traversant des mers glacées des siècles avant que l'Europe ne sache même que l'Amérique existait. Pourtant, un détail posait problème. Le parchemin était bien médiéval, mais pas l'encre. Des décennies d'analyse montrèrent qu'elle contenait du dioxyde de titane, un pigment mis au point au XXe siècle. En 2021, Yale le confirma officiellement. La carte de Vinland était une contrefaçon moderne, tracée sur un parchemin ancien pour paraître authentique. Elle ne témoignait pas du génie viking, mais plutôt de l'ingéniosité humaine d'un côté et de notre crédulité de l'autre. Et lorsqu'il est sa question de persuasion, l'effort est moindre lorsqu'une source réputée comme National Geographic relaie l'information, n'est-ce pas? En 1999, le magazine présenta ce qu'il pensait être la découverte ultime, un fossile reliant les dinosaures aux oiseaux. Baptisé Archaeoraptor, il devait transformer notre compréhension de l'évolution. Provenant de Chine, il semblait parfait au premier regard. Une queue de dinosaure, des ailes d'oiseau et des os racontant l'histoire de l'apparition du vol. Mais rapidement, des doutes apparurent parmi les paléontologues. Les os ne s'alignaient pas correctement. Des scanners révélèrent alors la vérité. Le fossile avait été assemblé à partir de morceaux appartenant à des espèces différentes. Une queue de dinosaure issue d'un fossile,
un corps d'oiseau provenant d'un autre. Quelqu'un avait littéralement composé un spécimen de Frankenstein pour en accroître la valeur. L'embarras fut considérable, en particulier pour National Geographic, qui avait construit tout un récit autour d'infos que le public voulait croire authentiques. Si vous pensez que les canulars scientifiques appartiennent au passé grâce aux technologies du XXIe siècle, voici une surprise. En 2020, le musée de la Bible à Washington fit une confession retentissante. Les 16 fragments de sa prestigieuse collection des manuscrits de la mer morte étaient tous des faux modernes. Des millions avaient été dépensés pour acquérir ce qui était censé être des textes sacrés vieux de 2000 ans, avant de découvrir qu'ils avaient été réalisés sur du parchemin ancien, mais peints avec une encre moderne. La fraude était si sophistiquée que même des experts s'étaient laissés tromper dans un premier temps. Des analyses approfondies finirent toutefois par lever le doute. Ces reliques n'avaient rien de sacré. L'enjeu ne se limitait pas à l'argent, mais touchait à la foi. Des milliers de visiteurs s'étaient tenus devant ces vitrines, éprouvant admiration, respect et sentiment de connexion, avant d'apprendre qu'ils avaient été confrontés à une supercherie. Et pour finir, voici sans doute l'une des impostures dites les plus glaçantes. En 2000, une momie apparut au Pakistan, présentée comme celle d'une princesse perse ancienne de 2600 ans, fille de Xerxès Ier. Elle fut découverte dans un sarcophage doré, enveloppé de vêtements d'or. Son visage, remarquablement conservé, troubla les archéologues qui restèrent médusés. Pourtant, quelque chose semblait clocher. Des scanners, des analyses linguistiques et une datation au carbone révélèrent une vérité effroyable. La momie n'était pas antique. Il s'agissait d'une femme moderne, probablement tuée, puis momifiée afin d'être vendue comme une fausse relique. L'affaire bascula brutalement de la fascination au drame et bouleversa de nombreuses personnes. Ce qui devait être un miracle royal se révéla être un crime infâme et un mensonge de plus. Toutes ces histoires ont un point commun, l'espoir. Les êtres humains veulent croire. Ils cherchent à toucher le passé et à trouver des preuves qui les reliaient à quelque chose de plus vaste. Qu'il s'agisse de savants en quête du chaînon manquant, de musées avides de renommée ou de croyants en quête de preuves de leur foi, tous aspirent à l'émerveillement. L'histoire regorge d'imposteurs et, parfois, ce sont précisément ces supercheries qui donnent naissance. Il y a 75 millions d'années, l'Amérique du Nord abritait des dinosaures effrayants, terrestres et volants, ainsi que des insectes de la taille d'oiseaux. Pourtant, le plus grand prédateur était bien plus terrifiant, un crocodilien si massif qu'il pouvait avaler des dinosaures entiers. Cette créature mesurait environ la longueur d'un bus scolaire, soit plus de 10 mètres, excédait les 5 tonnes et possédait des dents de la taille de banane. Son nom, Deinosuchus, signifie littéralement « le crocodile terrible », une appellation qu'il méritait pleinement. Les scientifiques ont retrouvé ces fossiles dans toute l'Amérique du Nord, du Mexique et du Texas jusqu'au New Jersey et au Montana, ce qui montre que ce prédateur pouvait vivre presque partout, sans préférence marquée. Il fréquentait les rivières, les marais et même les zones côtières. Lorsqu'il avait faim, tout ce qui se déplaçait devenait une proie possible. Des os de dinosaures fossilisés présentent de larges marques de morsures correspondant à sa mâchoire. Et oui, il s'attaquait réellement aux dinosaures. Plus remarquable encore, sa force de morsure. D'après des reconstitutions de crânes, les chercheurs estiment qu'il pouvait broyer des os avec une puissance supérieure à celle du T-Rex. Ainsi, un T-Rex trop proche de l'eau aurait pu devenir son déjeuner. Cependant, Deinosuchus n'était pas simplement une version plus grande et plus féroce des crocodiles actuels. Il était en réalité plus proche des alligators. Des études récentes indiquent qu'il appartenait à une lignée ancienne de crocodiliens, séparés avant les ancêtres des alligators et des crocodiles modernes. Il rappelait ainsi ce cousin bizarre d'un arbre généalogique, différent mais familier. Il possédait des traits issus des deux groupes, notamment des glandes à sel lui permettant de survivre en eau douce comme en eau salée. Cette capacité est rare, car la plupart des crocodiliens actuels supportent mal les milieux salés sur la durée. Cet atout pourrait avoir constitué son principal avantage. À cette période, l'Amérique du Nord était scindée par une immense mer intérieure, la voie maritime intérieure de l'Ouest, qui s'étendait de l'océan Arctique jusqu'au golfe du Mexique. Deinosuchus pouvait la parcourir, longeant discrètement les côtes et attaquant partout où la nourriture était disponible. Toutefois, les scientifiques débattent encore de son habitat favori. Pour certains, il vivait surtout dans les rivières et les marais,
les fossiles côtiers ayant simplement bénéficié de meilleures conditions de conservation. D'autres estiment qu'ils patrouillaient réellement l'ancien littoral, à l'affût de dinosaures imprudents. Quoi qu'il en soit, ce reptile dominait son environnement, aidé par le climat de l'époque. Le Crétacé supérieur offrait un climat chaud et humide, riche en zones marécageuses, en forêts et en ressources alimentaires. Tortues géantes, poissons atteignant la taille d'une voiture, et vastes troupeaux de dinosaures herbivores composaient pour Deinosuchus un véritable festin permanent. Tant que l'écosystème demeurait stable, il pouvait continuer à croître, et il en a pleinement profité. Tout au long de l'histoire terrestre, des crocodiles géants sont apparus à maintes reprises, comme si la nature privilégiait ce modèle de prédateur ultime. Aujourd'hui encore, les crocodiles du Nil et les crocodiles marins prouvent que cette conception ancienne reste parfaitement efficace. Certains chercheurs plaisantent même en affirmant que les crocodiles seraient nés des dinosaures ayant choisi de temporiser. Ils ont survécu aux extinctions massives, tandis que la majorité des autres grands reptiles disparaissaient. Deinosuchus n'a pas bénéficié de la même longévité et s'est éteint il y a environ 73 millions d'années, probablement en raison de changements environnementaux ayant réduit ses sources de nourriture. Pourtant, les océans recèlent encore bien des mystères, et il est possible que d'immenses créatures semblables à des crocodiles y rôdent encore. Et puisque nous formulons des hypothèses, intéressons-nous à d'autres espèces préhistoriques qui amènent les chercheurs à revoir leur conception de la vie terrestre. Commençons par le dragon de la mort. Difficile de ne pas écorcher son nom complet. Thanatos Dracon Amaru. Les scientifiques ont découvert ces ossements dans l'ouest de l'Argentine, au sein de couches géologiques connues sous le nom de formation de Plotier, datées d'environ 86 millions d'années, au Crétacé supérieur. Cette créature n'était pas simplement grande, mais gigantesque pour un reptile volant. L'étude de certains os indique une envergure comprise entre 7 et 9 mètres, comparable à l'aile déployée d'un petit avion. Il s'agit officiellement de l'un des plus grands ptérosaures jamais mis au jour en Amérique du Sud. Ces fossiles sont remarquablement bien conservés, y compris des éléments habituellement fragiles chez les reptiles volants comme les vertèbres et les os des membres. Ces vestiges renseignent les chercheurs non seulement sur sa locomotion, mais aussi sur les écosystèmes de l'époque. Tout porte à croire qu'il fréquentait des plaines inondables marécageuses, de vastes ciels ouverts et des zones riches en proies. Sa taille devait lui permettre soit de s'attaquer à de petits dinosaures, soit de se nourrir en charognard. Le fait qu'un animal d'une telle masse ait développé des ailes fonctionnelles demeure stupéfiant. Vient ensuite une créature évoquant un mélange improbable de dinosaures et de putois. Stegouros elangacen. Ces fossiles ont été découverts dans le sud du Chili, au sein de roches datant d'environ 72 à 75 millions d'années. L'élément le plus frappant, enfin pas littéralement, espérons-le, reste sa queue. Contrairement aux pointes ou aux massues observées chez d'autres dinosaures cuirassés comme les ankylosaures, Stegouros possédait une queue plate, en forme de lame, constituée d'os fusionnés. Elle évoquait une étrange pagaie, et les chercheurs la comparent à des armes aztèques en raison de cette structure tranchante sur la moitié arrière. L'animal n'était pas imposant, atteignant environ 2 mètres de longueur, mais compensait largement sa petite taille par son originalité. Son corps présentait des plaques d'armure, des scutelles protectrices et un crâne mêlant des traits propres à différents groupes de dinosaures. Cette combinaison inhabituelle a conduit les paléontologues à réviser certaines classifications des dinosaures cuirassés. Le fossile est en outre exceptionnellement complet, à près de 80%, une rareté pour ce type d'animal. Il fournit ainsi des informations précieuses sur l'évolution de l'armure, en particulier sur les continents méridionaux. Il convient ensuite de faire connaissance avec un reptile marin pour le moins déroutant, autrefois présent dans les eaux, correspondant à l'actuel Wyoming. Serpentis pfisterae. Cette créature associait des traits de crocodile et de monstres marins, au point d'en faire un véritable cauchemar. Ces fossiles ont été découverts il y a plus de 25 ans. Mais ce n'est que récemment que les chercheurs ont pu assembler suffisamment de restes pour en comprendre la nature. Il possédait un cou très allongé, caractéristique des plésiosaures, combiné à un crâne et un corps rappelant ceux d'un crocodile. Selon la plupart des ouvrages, ces caractéristiques ne devraient pas coexister chez un même animal, ce qui en fait une exception remarquable. Les paléontologues ont mis au jour la mâchoire inférieure, une large partie du crâne, des vertèbres cervicales, la queue et les côtes.
Ces éléments ont permis de reconstituer son apparence, mais aussi ses modes de déplacement, de nage et de chasse. Environ 35% de son corps est conservé, un taux relativement élevé pour un reptile marin. Grâce à son long cou, à la puissance d'un crocodile et à une combinaison efficace de vitesse, d'allonge et de morsure, il occupait très probablement le sommet de la chaîne alimentaire de son époque. Enfin, intéressons-nous à ce dinosaure particulier, Duonychus tsogtba-atari, qui vivait dans le désert de Gobi, en Mongolie, il y a environ 90 à 95 millions d'années, durant le Crétacé. Contrairement au T-Rex, il n'était pas carnivore, mais se nourrissait principalement de végétaux. Il atteignait environ 3 mètres de long, soit la taille de 2 adultes juchés l'un sur l'autre, pour une masse d'environ 260 kg, une corpulence notable pour un herbivore. L'aspect le plus étonnant concernait ses griffes. Il ne possédait que 2 doigts par main, chacun muni d'une grande griffe incurvée d'environ 30 cm, recouverte de kératine, la même matière que les ongles humains. Cette enveloppe ajoutait plus de 40% à la longueur totale de la griffe, un phénomène très rarement observé dans les fossiles. Cette conservation exceptionnelle permet d'en étudier la forme complète, et pas seulement l'os. Ses mains n'étaient pas décoratives. La présence d'os du poignet fusionné et d'articulations rigides indique qu'il pouvait saisir et rabattre des branches pour se nourrir. Dans ce contexte, un nombre réduit de doigts constituait un avantage fonctionnel. Dionicus illustre ainsi de manière frappante les étranges adaptations développées par certains dinosaures pour survivre. Le premier ordinateur ressemblant aux machines que nous employons aujourd'hui fut conçu au XIXe siècle. Cela paraît déjà plus ancien que vous ne l'auriez imaginé, mais un prototype encore plus ancien existait. La machine d'Anticythère fut mise au point par les Grecs il y a plus de 2000 ans. Plus d'un siècle après sa découverte, les scientifiques semblent enfin avoir élucidé son mystère. Des pêcheurs d'éponges mirent accidentellement au jour le mécanisme d'Anticythère au fond des eaux entourant l'île grecque, du même nom, au tout début du XXe siècle. Il faisait partie des nombreux trésors d'une épave de navire marchand grec, ayant probablement pris la mer vers l'an 60 avant notre ère. On y trouvait des statues de marbre, des bijoux, de délicats bols en verre, de riches meubles, ainsi qu'un mystérieux appareil. Son boîtier, constitué d'un amas corrodé de métal, était de la taille d'un grand dictionnaire. Ignorant sa nature, les plongeurs l'emportèrent au musée archéologique d'Athènes. Quelques mois plus tard, le bloc se désagrégea, révélant un véritable joyau d'ingénierie. Il comportait au moins 30 engrenages, ainsi que les traces de nombreux autres disparus. Le mécanisme demeura ignoré pendant 50 ans avant que les historiens ne reconnaissent son importance. Les experts qui l'examinèrent conclurent qu'il s'agissait d'une machine astronomique d'une complexité prodigieuse datant de plus de 2000 ans. Ils peinaient à croire qu'une telle technologie ait pu être réalisée dans la Grèce antique ou ailleurs à cette époque. Elle surpassait de plusieurs siècles tout ce que l'on connaissait. Au fil des décennies, divers scientifiques tentèrent de percer les mystères de cet appareil hors du commun, recourant aux rayons X, à la tomographie et à d'autres instruments de pointe. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un outil de navigation ou même d'un engin capable de voyager dans le temps. Quelques-uns allaient jusqu'à imaginer qu'il n'était pas d'origine terrestre. En 2021, une équipe présenta un modèle informatique révélant le fonctionnement possible de ce dispositif unique. Selon eux, il s'agissait d'un minuscule superordinateur antique, couvert d'inscriptions grecques renfermant des secrets astronomiques. Les Grecs l'auraient sans doute utilisé pour suivre les positions du Soleil, de la Lune et les phases lunaires à l'aide d'une bille semi-argentée. Reproduire le mouvement lunaire dans le ciel est extrêmement complexe. Pour y parvenir, le créateur de la machine employa un système ingénieux, combinant des engrenages particuliers et un mécanisme à fente et goupille. Ces engrenages, dits épicycloïdaux, fonctionnaient de concert de manière sophistiquée, tandis que la fente et la goupille permettaient d'apporter de subtiles variations au mouvement lunaire. En retournant le mécanisme, on découvrait plusieurs cadrans gravés, dont l'un possédait une fente en spirale, suivant les mois lunaires, permettant de réguler les calendriers. Un autre cadran prédisait les éclipses solaires et lunaires, à la manière d'un devin cosmique. Selon le cadran consulté, il était possible d'observer toutes ces fonctions, conférant à l'objet l'aspect d'une ancienne tablette multimédia.
La théorie principale veut que la machine ait été élaborée dans un atelier de l'île de Rhodes. Il pourrait s'agir d'une commande prestigieuse destinée à un riche client du nord de la Grèce, ce qui expliquerait sa présence sur le navire marchand. Certains en attribuent la conception à Archimède, mathématicien et inventeur légendaire. Toutefois, ayant vécu plusieurs siècles avant la réalisation de ce mécanisme particulier, il aurait pu imaginer le concept sans pouvoir fabriquer cet appareil précis. Il est probable qu'il ait commencé par une version plus simple qu'il perfectionna ensuite au fil du temps, en tirant parti des connaissances astronomiques les plus avancées de son époque. Étant le seul vestige physique d'une multitude de dispositifs astronomiques mécaniques antiques, la machine d'Anticythère n'offre aucun point de comparaison. S'il ne permettait pas de voyager dans le temps, il pouvait néanmoins prédire avec précision les événements astronomiques à venir. Les anciens Grecs ne l'avaient pas conçu pour accomplir des tâches pratiques, mais pour modéliser les cieux. Il ne semble pas qu'il ait été nécessaire pour la navigation, ce qui a conduit certains à suggérer qu'il servait à établir des horoscopes. Cependant, sa complexité dépasse de loin un usage ludique. Il apparaît plutôt comme un instrument philosophique et pédagogique, rassemblant en un seul lieu l'ensemble des connaissances de l'univers accessibles à l'époque. Les inscriptions gravées n'étaient pas destinées aux seuls experts, mais conçues pour être comprises aisément par tous. Les dernières informations concernant la machine d'Anticythère révèlent que des scientifiques de l'université de Glasgow ont appliqué des méthodes mathématiques particulières à son étude. Ils cherchaient à déterminer le nombre de trous présents dans l'un de ces anneaux brisés. Leurs travaux ont fourni de nouvelles preuves, selon lesquelles une partie du mécanisme servait probablement à suivre l'année lunaire grecque. Dans un article récent, les chercheurs ont précisé que l'anneau comportait probablement 354 trous, correspondant au calendrier lunaire, et non 365, comme le calendrier égyptien. Cette étude s'est en quelque sorte inspirée d'un YouTuber qui avait collecté des données sur la machine, en tentant de reproduire l'anneau du calendrier et en cherchant à en déterminer le nombre exact de trous. Pour élucider ce mystère, les co-auteurs de l'étude, les professeurs Graham Wan et Joseph Bailey, ont eu recours à une méthode mathématique singulière, appelée analyse bayésienne. Elle se fonde sur la probabilité, afin de déduire des informations incertaines sur la base de données incomplètes. Ils ont étudié les positions des trous encore présents, et l'emplacement des 6 fragments survivants de l'anneau, afin de calculer le nombre probable de trous manquants. Ils sont désormais convaincus que l'anneau comportait 354 ou 355 trous, et non 360 comme certaines recherches antérieures l'avaient suggéré. Le second co-auteur a utilisé les mêmes techniques que celles employées pour analyser les signaux des détecteurs d'ondes gravitationnelles, qui mesurent de minuscules ondulations dans l'espace-temps provoquées par des événements massifs tels que la collision de trous noirs. Les résultats ont été extrêmement précis, confirmant le nombre de trous, 354, 355, trouvés par la méthode mathématique, chacun étant placé avec une exactitude remarquable, la différence moyenne entre chaque trou ne dépassant que 28 millièmes de millimètre. Les professeurs ont salué cette précision, soulignant l'habileté et la minutie exceptionnelle des anciens Grecs pour percer ces trous. Il semble donc que les études précédentes, suggérant que le dispositif suivait le calendrier lunaire, aient en vue juste. Quelle que soit sa véritable nature, le mécanisme a profondément modifié notre perception du niveau de sophistication atteint par les Grecs anciens. Nous savions qu'ils avaient érigé le Parthénon et le phare d'Alexandrie bien avant de concevoir ce dispositif, mais celui-ci témoigne d'un progrès technologique sans précédent. Certains aspects demeurent obscurs, notamment la raison pour laquelle il aura fallu si longtemps aux scientifiques modernes pour concevoir quelque chose d'aussi avancé que cette merveille antique. Il pourrait subsister des lacunes dans nos archives historiques. Une autre question concerne l'absence de découvertes similaires. Celle-ci pourrait s'expliquer par la valeur du bronze à l'époque, incitant à fondre les appareils hors d'usage pour récupérer le précieux matériau. Ou peut-être subsiste-t-il d'autres ordinateurs anciens au fond des océans, attendant encore d'être découverts. La majorité des chercheurs a reconnu les conclusions de cette récente étude, mais un expert s'y oppose. L'ingénieur mécanique Tony Frith, spécialiste des ordinateurs antiques, estime que la conclusion de l'étude est tout simplement fausse. Il affirme que le mécanisme possède déjà un calendrier lunaire plus précis que celui étudié. Ainsi,
Bien que nous soyons désormais un pas plus près de résoudre le mystère de la machine denticitaire, notre quête de vérité demeure loin d'être achevée. Profondément enfouie sous le sol écossais repose l'une des plus imposantes pierres néolithiques jamais découvertes. Si elle avait été laissée en surface, elle aurait sans doute attiré davantage de visiteurs que Stonehenge. Pourtant, un événement étrange survint. Après l'avoir mise au jour, les archéologues décidèrent de ne pas l'exposer. Ils l'enterrèrent plutôt de nouveau, définitivement. Quoi qu'ils aient ressenti, quoi qu'ils aient vu, cela a suffi à renfermer la pierre dans la terre. Mais pourquoi donc ? Je veux dire, nous savons que les peuples néolithiques gravaient et dessinaient des avertissements ainsi que des informations capitales sur la pierre. C'est pourquoi la pierre de Cochno suscita une telle fascination lors de sa première découverte. Tout débuta avec le révérend James Harvey, un pasteur local, qui tomba sur cette gigantesque dalle dans les années 1880, près de Clydebank, aux abords de Glasgow, en Écosse. La pierre était un grès classique, semblable à ceux que l'on trouve à Stonehenge. Mais c'était un grès lisse, idéal pour servir de toile. Lorsque Harvey découvrit la roche, elle était ornée d'anneaux tourbillonnants, de rainures profondes et d'étranges cupules. Il dut immédiatement percevoir qu'il ne s'agissait pas d'un simple rocher. C'était un message datant de plusieurs millénaires. En réalité, il provenait directement de 3000 avant notre ère. Cochno signifie « petite coupe » en gaélique. Ceux qui la nommèrent décrivaient littéralement ce qu'ils observaient, des anneaux imbriqués les uns dans les autres. Ces gravures ont donné naissance à de nombreuses théories. Certains experts y voient les prémices d'un langage écrit, des codes abstraits antérieurs aux mots. D'autres estiment que la pierre constitue une carte céleste, permettant au peuple néolithique de suivre le soleil, la lune et les étoiles, à l'instar des pyramides de Gizeh, que certains considèrent étrangement alignées avec la constellation d'Orion. Les cupules et marques de la pierre de Cochno pourraient elles aussi s'aligner sur une constellation particulière. La théorie la plus étrange prétend que la pierre servait de portail. Un scientifique affirme que les autochtones pensaient que ces gravures indiquaient un lieu de renaissance. Un endroit où l'on s'enfoncerait dans la terre pour naître à nouveau, dans cette vie ou dans l'au-delà. Si c'était exact, cela expliquerait peut-être pourquoi ils la cachèrent, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Dans les années 30, un archéologue nommé Ludovic Mann entendit parler de la pierre et décida de s'y rendre. Cet homme eut une idée singulière. Il apporta de la peinture sur le site et en recouvrit les gravures. Pourtant, cette démarche insolite possédait un sens plus profond. Il cherchait littéralement à relier les points et à déterminer si la pierre pouvait servir de carte astronomique ancienne. Il pensait que ces gravures pourraient prédire les mouvements du soleil et de la lune, voire les éclipses. Certains affirment qu'en réalité, Mann commit un acte de vandalisme sur la dalle. Cela explique peut-être pourquoi, en 1965, les archéologues décidèrent de la réenterrer, ayant constaté des traces de graffiti et d'érosion climatique, jugeant qu'il valait mieux la préserver à l'abri sous la terre. La pierre de Cochno s'étend sur environ 13 mètres de long pour 7 mètres de large, soit presque la taille d'un autobus. Ce qui distingue cette dalle des autres roches, c'est la netteté et la complexité de ses gravures. De nombreux spécialistes la considèrent comme l'un des exemples les plus aboutis de cet art préhistorique sur l'ensemble du continent européen. Les motifs qu'elle porte se retrouvent également dans divers sites néolithiques à travers l'Europe, tels que la Grèce, la France, l'Espagne ou l'Italie, et même au-delà, en Australie, tous partageant des marques similaires en forme de cupules et d'anneaux. Pour préciser, ce type d'art préhistorique est également connu sous le nom de pétroglyphes. Les pétroglyphes sont des gravures réalisées par les hommes préhistoriques directement sur la surface des roches. Plutôt que d'utiliser de la peinture, ils ébréchaient, grattaient ou martelaient la pierre pour créer des images représentant animaux, symboles, spirales ou scènes de la vie quotidienne. Cependant, malgré toute l'attention portée, personne n'a jamais déchiffré le code de la pierre de Cochno. Pendant un temps, elle demeura tranquillement enfouie, jusqu'à ce qu'elle soit spectaculairement remise au jour en 2016. Je dis spectaculairement, car cette décision ébranla la communauté archéologique. Des chercheurs de l'université de Glasgow entreprirent alors de rouvrir le site pour étudier à nouveau la pierre.
Mais cette fois, au lieu de l'exposer aux intempéries, ils recoururent à des drones et à un balayage tridimensionnel de haute technologie, capturant chaque sillon et chaque volute avec une précision époustouflante. L'équipe produisit une réplique numérique si fidèle qu'elle pouvait être étudiée sans jamais toucher l'original. Cette méthode novatrice permit d'espérer qu'un jour, la pierre de Cocknow révélerait enfin ses secrets, ou du moins qu'elle nous aiderait à comprendre ce que les hommes du néolithique jugeaient digne d'être gravé dans la pierre et dissimulé sous terre. Mais cette résurrection numérique eut un prix. La pierre réelle, vulnérable après des siècles passés sous terre, dut être à nouveau enfouie, préservée des mains trop curieuses et, convenons-en, des pieds malodorants du monde moderne. Aujourd'hui, la pierre de Cocknow repose une fois encore sous le sol écossais, patiemment. Il convient de préciser que, bien que les chercheurs n'aient pas encore déchiffré les symboles de cette pierre, ils savent une chose avec certitude. L'art rupestre néolithique constituait une forme puissante de communication et de spiritualité pour les communautés anciennes. Ces gravures étaient soigneusement exécutées sur des rochers dispersés à travers collines, pâturages et près des sources d'eau. Elles servaient sans doute à des fins pratiques, comme indiquer des lieux importants ou guider les déplacements saisonniers. Mais leur portée dépassait largement cet usage. Pour les peuples néolithiques, ces pierres gravées revêtaient un caractère profondément spirituel, établissant un lien avec les ancêtres, les forces de la nature et les paysages sacrés. Ces roches possédaient une signification au sein d'une relation plus vaste entre l'homme et son environnement. Elles contribuaient à transformer le paysage en une carte vivante, à la fois de la vie quotidienne et des croyances spirituelles. C'est sans doute pourquoi de telles gravures se retrouvent aux quatre coins du monde. À propos de rochers mystérieux, il faut évoquer ces pierres ornées de pétroglyphes qui chantent réellement. Permettez-moi de vous présenter les pétroglyphes de Kubgal, situés dans le district de Bellary, au Karnataka, en Inde. Ce site néolithique, ou de l'âge de pierre, fut découvert à la fin du XIXe siècle, perdu, puis redécouvert au début du XXIe siècle. Ces pétroglyphes furent gravés sur la surface sombre de la dolérite. Contrairement au grès tendre et malléable, la dolérite est une roche volcanique dure et sombre, formée par le refroidissement du magma. Cet art rupestre fascinant se concentre essentiellement sur le bétail, notamment la variété à longues cornes et à bosses que l'on rencontre encore aujourd'hui dans la région. Il ne s'agit pas de simple gribouillage. Certains animaux sont représentés seuls, tandis que d'autres apparaissent dans des scènes d'affrontement, sont montés par des figures humanoïdes, ou entourés de personnes armées d'arcs et de flèches, peut-être pour illustrer la chasse ou la capture. Outre les bovins et les humains, on distingue quelques animaux comme les éléphants, tigres ou cerfs, ainsi que certains symboles abstraits comme des points, des échelles ou des empreintes. Il n'y a cependant aucune scène narrative étendue. Kubgal se distingue par sa richesse visuelle et son importance, et il chante véritablement. Parmi ses traits les plus singuliers figurent les fameux tam-tams de roche. Il s'agit de blocs dotés de dépressions naturelles en forme de cupules, qui résonnent comme des cloches lorsqu'ils sont frappés avec de plus petites pierres, appelées percuteurs. Plutôt que d'émettre un simple coup sourd, le rocher produit un véritable son mélodieux, tel le xylophone de la Terre. Ce phénomène réel se retrouve également dans d'autres régions du monde. Ces roches musicales émettent des sons métalliques résonnants, audibles sur plusieurs centaines de mètres. La plupart des roches, frappées, n'émettent aucun son car elles absorbent l'énergie. Certaines, en revanche, généralement les plus dures, présentent une densité et une élasticité suffisantes pour vibrer lorsqu'elles sont heurtées. Dans de nombreuses cultures anciennes, le son ne servait pas uniquement au divertissement. Pour beaucoup, il constituait un pont vers le divin. Ainsi, les chercheurs avancent que ces tam-tams de roche pouvaient être employés lors de cérémonies spirituelles